La pluie dans le secteur 4 ne l'avait jamais rien. Elle ne faisait que rendre la crasse plus glissante. Elle transformait les pavés en miroirs qui reflétaient une ville que personne ne voulait voir deux fois. Rowena Hartley arpentait ses rues la tête basse. Son col était relevé pour la protéger du vent. Un vent qui tranchait le marché gris comme un couteau dans du beurre. Dans sa poche, la pièce de cuivre de sa grand-mère était chaude contre sa paume. C'était le seul héritage qui comptait. Le dernier vestige d'une lignée qu'elle ne comprenait pas encore. Elle avait appris il y a longtemps que lever les yeux n'attirait que des ennuis. Lever les yeux signifiait croiser le regard des autres. Et croiser leur regard signifiait exister. Dans le marché gris, il était plus sûr de ne pas exister. Elle avait 23 ans et avait perfectionné l'art de l'invisibilité. Pas le genre magique dont les loups parlaient à voix basse dans leur territoire montagneux. Non, la sienne était du genre pratique. Le genre qui venait d'années à servir des repas à des gens qui la regardaient comme si elle était en verre. Le genre qui lui permettait de se faufiler dans les foules sans que personne ne remarque son passage. Le genre qui empêchait les prédateurs de s'approcher de trop près. La plupart du temps, cette invisibilité était comme une armure. Aujourd'hui, elle ressemblait à un cercueil. La bouilloire d'argent ouvrait à 5 heures du matin et Roe était toujours là à 4h30 pour préparer la cuisine. Elle coupait du pain jusqu'à ce que ses doigts soient perclus de crampes. Elle récurait des marmites jusqu'à ce que la peau de ses jointures se fissure et saigne. Elle souriait aux clientes qui claquaient des doigts comme si elle était un chien. Et elle disait « merci » quand ils laissaient des pièces qui couvraient à peine le prix de son ticket de bus pour rentrer. À midi, elle était au clou rouillé, à laver la vaisselle dans une eau si chaude qu'elle lui laissait les mains rouges et douloureuses. À 6 heures, elle livrait des colis pour le vieux Hendrix. Elle montait des cartons sur 6 étages jusqu'à des appartements où les gens prenaient leurs paquets sans jamais la regarder. 3 emplois, 16 heures par jour, 7 jours sur 7, et ce n'était toujours pas assez. Son père y avait veillé. Daniel Hartley avait été un homme bon. Tout le monde l'avait dit à son enterrement, il y a 3 semaines. Un homme bon, un cœur généreux, une chance terrible. Ils n'ont pas mentionné son problème de jeu. Ils n'ont pas mentionné le prêt qu'il avait contracté auprès de Vincent Malone. Ils n'ont pas mentionné le nombre que Roe avait trouvé écrit sur un bout de papier dans la poche de son manteau après que la crise cardiaque l'ait emporté. Un nombre avec tellement de zéros qu'il lui avait retourné l'estomac. 50 000 pièces d'argent. Autant dire 50 millions. L'échéance était dans 4 jours. Vince avait été clair sur ce qui arriverait si elle ne pouvait pas payer. Ces hommes avaient été tout aussi clairs sur les différentes manières pour une jeune femme de rembourser une dette dans le marché gris. Le bordel du secteur 5, les arènes de combat du secteur 7, les estrades de vente aux enchères où les gens désespérés se vendaient pour assez de pièces pour survivre un mois de plus. Roe avait pensé à s'enfuir. Elle avait fait son sac 2 fois et s'était assise sur son lit, le regard fixé sur la porte. Mais où serait-elle allée? Les territoires humains étaient surpeuplés et dangereux. Les territoires des loups n'accueillaient pas les humains solitaires. Surtout pas les femmes sans autre compétence que de servir à manger et de récurer les sols. Et le marché gris, malgré toute sa laideur, était le seul foyer qu'elle ait jamais connu. Alors, elle avait défait son sac. 2 fois. Et maintenant, marchant sous la pluie vers le seul endroit où elle avait juré de ne jamais aller, elle portait avec elle le dernier vestige de l'héritage de sa grand-mère. Une unique pièce de cuivre, si fermement serrée dans sa paume qu'elle sentait les bords en relief lui entailler la peau. Sa grand-mère l'avait mise dans sa main des années auparavant. Elle lui avait murmuré des mots que Roe avait pris pour des délires fiévreux. Des mots anciens sur des reines, des prophéties et des lignées invisibles. Des mots qui n'avaient aucun sens pour une enfant qui récurait les sols. Une larme de sein, la plus petite monnaie du royaume. Assez pour une miche de pain rassis ou une traversée en ferry sur la rivière de Vase. Assez, espérait-elle, pour s'acheter une seconde chance. Le parc des enchères se trouvait à la lisière du secteur 4, là où les bas-fonds humains se déversaient dans le no man's land entre les territoires. Ce n'était pas un marché officiel. Ceux-là avaient des règles, des règlements et des gens qui faisaient semblant de se soucier de choses comme la dignité humaine. C'était le marché gris à l'intérieur du marché gris. L'endroit où les lois venaient de mourir, où les gens venaient de mourir. Rose se fraya un chemin dans la foule, gardant les yeux baissés par habitude.
Le parc des enchères était bondé. Des marchands cherchant de la main-d'œuvre bon marché, des mercenaires cherchant des corps jetables, des collectionneurs cherchant des spécimens exotiques. Elle sentait des regards dans son dos. Elle entendait les murmures qui suivaient les jeunes femmes dans des endroits comme celui-ci. Mais elle continuait d'avancer, de marcher, la main serrée sur la pièce dans sa poche. Le commissaire-priseur se tenait sur une estrade en bois qui s'affaissait sous son poids. Garrett Stone était un homme dont la peau ressemblait à du vieux cuir laissé trop longtemps au soleil, plissé et craquelé, et qui pourtant tenait encore. Il portait un manteau qui avait dû coûter cher avant que les mythes ne s'y attaquent. Il sentait le cigare bon marché et la décomposition, une odeur qui nouait l'estomac de Rowe. Il en était à la moitié du lot 46 quand elle arriva. Un jeune homme, à peine plus qu'un garçon, les poignets liés par du fer. Vendu pour 3 pièces d'argent à un contremaître de mine qui l'emmena en le traînant par les cheveux. Rowe détourna le regard. « Au suivant !» hurla Garrett en faisant claquer son fouet contre l'estrade. Sa voix se propagea sur la foule en vagues épaisses. « Lot 47, on l'a trouvé errant près des fiques d'obsidienne. Un grand gaillard, le dos solide, dommage pour le reste. » 2 hommes traînèrent une silhouette sur la scène. Pas une silhouette, un homme. Mais il se déplaçait comme un poids mort, son corps flasque entre eux. Ils le lâchèrent et il s'effondra en avant sur les genoux, avec un bruit qui fit grimacer Rowe. Il était immense. Même à genoux, il dominait les hommes qui l'avaient traîné là. Ses épaules étaient assez larges pour occulter la faible lumière de l'après-midi. Son torse était nu, et Rowe pouvait voir le paysage de violence écrit sur sa peau. Des cicatrices partout, des anciennes, argentées par le temps, des nouvelles, encore rouges et irritées. Mais le trait distinctif, la chose qui fit s'agiter la foule avec malaise, était le sac en toile de jute noué sur sa tête. « Qu'est-ce qu'il a à la figure ?» cria quelqu'un du fond. Garrett cracha sur l'estrade. « Moche comme un péché, probablement. Ou peut-être qu'il a la pourriture. On s'en fiche. Regardez sa taille. Servez-vous de lui pour transporter des charges jusqu'à ce qu'il tombe. Les enchères commencent à 5 pièces d'argent. » La foule se tut. 5 pièces d'argent, c'était trop pour de la marchandise endommagée. 5 pièces d'argent, c'était trop pour un homme qui ne pouvait même pas tenir debout tout seul. La pluie se mit à tomber plus fort. L'homme à genoux ne bougeait pas. Sa tête était baissée, le sac de toile de jute trempé épousait la forme de son crâne. Ses poignets étaient liés par des chaînes qui semblaient étranges, trop brillantes, trop propres. Du fer infusé d'argent, réalisa Rowe avec un sursaut, le genre qui blessait les loups, le genre qui les maintenait faibles et dociles. « C'était un loup, pas de preneur ?» ricana Garrett. « Allez, regardez ses épaules. Faites-le travailler jusqu'à ce que ses jambes lâchent. Servez-vous de lui pour les pièces détachées si vous voulez. » Le silence s'étira. La pluie martelait l'estrade. Garrett sortit un couteau de sa ceinture. La lame était dentelée et tachée de rouille ou de sang. « Très bien. Je ne vais pas le nourrir une nuit de plus. Je vais lui trancher la gorge ici même et économiser de la place dans la cage. » L'homme au sac ne tressaillit pas. Il ne supplia pas. Il restait simplement agenouillé sous la pluie, sa poitrine se soulevant et s'abaissant en respiration lente et mesurée. Acceptant la fin. Cette résignation brisa Rowena. C'était le même regard que son père avait eu la nuit où son cœur avait lâché. Cette acceptation silencieuse. Cet épuisement jusqu'à la moelle. Ce sentiment que se battre était tout simplement trop dur et qu'il était peut-être plus facile de laisser tomber. Elle avait tenu la main de son père tandis que la lumière quittait ses yeux. Elle lui avait murmuré que c'était bien de se reposer, qu'elle s'en sortirait. Elle avait menti, mais elle ne pouvait plus se mentir à elle-même. Elle ne pouvait pas s'en aller. Elle ne pouvait pas laisser une autre personne mourir parce que le monde avait décidé qu'elle ne valait pas la peine de vivre. « Attendez !» Sa voix se brisa. Trop faible. La foule n'entendit pas. « Attendez !» répéta-t-elle, plus fort cette fois. Elle se fraya un chemin à travers le cercle de mercenaires, leur rire s'éteignant alors qu'elle entrait dans l'espace vide autour de l'estrade. La boue aspirait ses bottes, la pluie trempait son manteau. Mais elle continua d'avancer jusqu'à ce qu'elle se tienne au bord de la Seine, levant les yeux vers Garrett Stone. Il la regarda de haut et, un instant, une lueur d'amusement traversa son visage. « Eh bien, petite Rowe, tu es là pour servir des verres, ma belle. Je veux l'acheter. » La foule éclata de rire. Quelqu'un siffla.
Quelqu'un d'autre fit un commentaire qui lui retourna l'estomac. Mais Rowe garda les yeux fixés sur Garrett. « Avec quoi? » demanda-t-il. « La dette de ton père. J'en ai entendu parler. Vince va bien s'amuser avec toi. » Rowena plongea la main dans sa poche. Ses doigts trouvèrent la pièce, chaude d'avoir été pressée contre sa peau pendant des heures. Elle la sortit et la leva pour que la lumière se reflète sur la surface de cuivre terni. Une lame de sein. Garrett fixa la pièce, puis il la fixa, elle. Puis il rejeta la tête en arrière et rit si fort qu'il se plia en deux. La foule se joignit à lui. C'était une blague, une insulte. Une file sans argent offrant une pièce de cuivre pour un homme qui valait au minimum 5 pièces d'argent. 500 fois ce qu'elle tenait dans sa main. Mais Rowe ne baissa pas la main. « Vous avez dit que vous alliez le tuer, dit-elle. Sa voix était stable maintenant. « Claire, c'est un profit de 0. Ceci est un profit de 1. Je vous offre plus que la mort. » Garrett cessa de rire. Il regarda la pièce. Il regarda le couteau dans sa main. Il regarda l'homme agenouillé sous la pluie, silencieux et immobile comme une statue. Puis il haussa les épaules. « Vendu, à la fille qui a des envies de suicide. » Il donna un coup de pied dans les côtes du prisonnier. Pas assez fort pour casser quoi que ce soit, mais assez fort pour marquer le coup. « Debout, chien, tu appartiens à la serveuse maintenant. » L'homme ne bougea pas. Rowena grimpa sur l'estrade, ignorant les railleries et les sifflets de la foule. Elle tendit la main vers le bras de l'homme, et au moment où ses doigts touchèrent sa peau, elle recula brusquement. Il était brûlant. Pas de fièvre, bien qu'il y en eût aussi, mais d'une chaleur qui irradiait de lui par vagues. Une chaleur qui fit picoter sa paume et lui coupa le souffle. « S'il vous plaît, » murmura-t-elle en se penchant près de l'endroit où son oreille devait se trouver sous le sac. « Vous devez vous lever. Si vous ne marchez pas, je ne peux pas vous porter. Et si nous restons ici, nous mourrons toutes les deux. » Pendant un long moment, rien ne se passa. Puis un son gronda dans sa poitrine. Pas un grognement, pas un mot. Juste un bruit de grincement sourd, comme si de la pierre se brisait sous la pression. Comme si une chose ancienne au plus profond de lui se fissurait. Lentement, douloureusement, l'homme commença à bouger. Les muscles se contractèrent sous les cicatrices. Ses épaules roulèrent en arrière. Sa colonne vertébrale se redressa. Il se mit debout par étapes, se dépliant d'une manière qui rappela à Rowe des montagnes s'élevant de la terre. Inévitable, immense. Il vacilla. Rowena attrapa son bras à 2 mains, essayant de le stabiliser. Il mesurait bien plus d'1,80 m, peut-être même près de 2,10 m, son ombre l'engloutit entièrement. « Allez, dit-elle, un pas, puis un autre. » Il fit un pas, puis un autre. Sa respiration était laborieuse, humide et saccadée, mais il bougeait. Elle garda la main sur son bras, le guidant à travers la foule. Les gens s'écartèrent devant eux, pas par respect, par instinct, de la même manière que les animaux s'écartent des prédateurs, même blessés. Rowena ne se retourna pas. Elle agrippa la chaîne reliant ses poignets et l'entraîna dans le labyrinthe de ruelles qui s'éloignait du parc des enchères. Loin de Garrett Stone et de son couteau. Loin des gens qui l'auraient regardé mourir pour se divertir. Elle avait payé une pièce de cuivre pour un homme qu'elle ne pouvait pas voir. Elle se dit qu'elle venait de sauver une vie. Elle ne savait pas qu'elle venait d'acheter un roi. Le faire monter les escaliers fut un cauchemar. L'appartement de Rowe était techniquement un placard de rangement reconverti. Il se situait au-dessus d'une boulangerie qui avait fermé 6 mois plus tôt. Ça sentait la vieille levure et le bois humide, mais il y avait un verrou sur la porte. Cela en faisait un palais dans le marché gris. Les escaliers étaient étroits et raides, et l'homme trébucha 2 fois. Chaque fois, Rowe pensa qu'il les entraînerait tous les deux dans sa chute, qu'ils passeraient à travers la rampe pourrie et se briseraient le cou sur le sol en bas. Mais chaque fois, il se rattrapa, retrouva son équilibre et continua de monter. Quand ils arrivèrent en haut, les bras de Rowe tremblaient et ses poumons la brûlaient. Elle tâtonna pour trouver la clé, ouvrit la porte et le guida à l'intérieur. Il se tenait au centre de la pièce, laissant couler de l'eau de pluie et de la boue sur son unique tapis. Sa poitrine se soulevait à chaque respiration. Le sac en toile de jute collait à sa tête, soulignant des traits fins sous le tissu rugueux. Rowena ferma la porte à clé, enclencha le peigne dormant. Elle laissa échapper un souffle qu'elle avait l'impression de retenir depuis qu'elle avait quitté le parc des enchères. « D'accord, »
dit-elle en se tournant vers lui. Règle numéro 1. Tu ne me fais pas de mal. Je ne te fais pas de mal. Je te nourris. Tu as l'air effrayant quand tes méchances viennent frapper à la porte. Marché conclu? Il ne dit rien. Je dois enlever ce truc de ta tête, continua-t-elle, gardant sa voix douce, comme elle parlerait à un animal effrayé. Je dois voir si tu es humain ou loup. Je dois savoir ce que j'ai ramené à la maison. Il ne parlait toujours pas, mais il ne s'écarta pas quand elle s'approcha. Rowena tendit la main, ses doigts trouvant le nœud à la base de son crâne. Il était trempé et serré. Elle s'y attaqua avec ses ongles, essayant d'être douce, même si ses mains tremblaient. Cela prit plus de temps que prévu. Le tissu rugueux éraflait sa peau. Finalement, le nœud se défit. Elle retira le sac et haleta. Il n'était pas laid. Il n'était pas en décomposition. Il était beau d'une manière qui lui serra la poitrine et lui coupa le souffle. Ses cheveux étaient sombres comme la nuit, emmêlés de sang et de boue, mais épais et tombant sur ses yeux. Sa mâchoire était forte, couverte d'une barbe de plusieurs jours qui ne cachait en rien sa ligne acérée. Une coupure en zigzag courait de sa tempe à sa pommette, sointant encore du sang, mais cela ne gâchait pas son visage. Cela lui donnait un air dangereux. Une épée qui avait été testée et éprouvée, mais ce furent ses yeux qui arrêtèrent son cœur. Ambré. Pas marron, pas noisette. Ambré. La couleur du miel tenu à la lumière du soleil. La couleur de la résine ancienne avec des insectes piégés à l'intérieur. Des yeux de loup. Et en ce moment, ils étaient sans focus et brûlaient de douleur. Loup, murmura Rowena. Il cligna des yeux, essayant de se concentrer sur son visage. Ses lèvres se fendillèrent quand il essaya de parler. Le mot sortit comme un râle, à peine audible. De l'eau. Elle courut à la cuisine, remplit une tasse ébréchée au robinet et revint en hâte. Elle la porta à ses lèvres et il but comme s'il s'était noyé à l'envers. L'eau coula sur son menton, lavant des traînées de saleté et de sang. « Doucement, dit-elle gentiment, tu vas te rendre malade. » Il finit la tasse et laissa sa tête retomber en arrière. Elle heurta le mur avec un bruit sourd. Il la regarda vraiment pour la première fois. Ses narines se dilatèrent en inhalant son odeur. « Qui ?» râla-t-il. « Je suis Rowena. »« Row, je t'ai acheté. »« Eh bien, j'ai payé les frais de sortie. Je ne crois pas qu'on puisse posséder les gens. » Un son sec et amer qui aurait pu être un rire s'échappa de sa gorge. « Tout le monde possède quelqu'un. »« Pas d'ici, » dit-elle fermement. Elle se dirigea vers le placard sous l'évier, sortant sa trousse de premier secours, une bouteille de whisky bon marché, quelques chiffons propres. « Cette coupure sur ton visage est infectée. Et tes poignets. » Elle regarda les menottes d'argent. La peau en dessous était noire et boursouflée, sointant un liquide clair qui sentait la viande brûlée. L'argent était un poison pour les loups. Il bloquait leur guérison, les maintenait faibles. Laissés trop longtemps, il les rendrait fous. « Je n'ai pas la clé, » dit-elle, la panique montant dans sa gorge. « Garrett ne m'a pas donné la clé. » L'homme ferma les yeux. « Aconite Tuilou. Dans le sang. » Rowena compris. Il l'avait drogué, le gardant sous sédatif pour qu'il ne puisse pas se transformer ni se battre. L'argent n'était qu'une sécurité supplémentaire. La drogue était de la vraie chaîne. « Je peux nettoyer la blessure, » dit-elle en versant du whisky sur un chiffon. « Mais il faut enlever l'argent. J'ai une scie à métaux. C'est pour les tuyaux. Ça prendra des heures. »« Fais-le, » grogna-t-il entre ses dents serrées. Alors elle le fit. Rowena passa les 4 heures suivantes à genoux devant un étranger. La scie à métaux était émoussée et le travail était brutal. Chaque fois que la lame glissait et éraflait sa peau là où l'argent touchait, tout son corps se raidissait. Les muscles se transformaient en câbles d'acier. Les tendons ressortaient en relief. Mais il ne cria jamais, ne la supplia jamais d'arrêter. Elle apprit la géographie de sa douleur pendant ces heures. La façon dont il retenait sa respiration quand elle travaillait près de ses côtes. La façon dont ses mains se serraient en poing quand la scie heurtait une section particulièrement épaisse de la chaîne. La façon dont ses yeux suivaient la porte chaque fois qu'une latte de plancher craquait dans le couloir. Et elle parlait. Elle ne savait pas pourquoi. Peut-être parce que le silence semblait trop lourd. Peut-être parce qu'elle avait besoin de remplir l'espace avec une voix autre que le grincement du métal sur le métal. Peut-être parce qu'elle avait passé si longtemps à être invisible
que cela semblait étrange d'être vu, même par un étranger enchaîné. Elle lui parla de son père, du jeu, de la dette, de Vince Malone et de ses hommes, et des 4 jours qu'il lui restait avant qu'il ne vienne la chercher. « Tu es une idiote, dit l'homme doucement. Sa voix devenait plus forte au fil de la nuit. Tu as dépensé ta dernière pièce pour un homme mort. Tu aurais dû acheter un couteau. Je ne suis pas une tueuse, dit doucement Rowena. Alors tu seras une victime, répondit-il. Ses yeux ambrés la transperçaient. Quel est ton nom déjà? Rowena, Row. Row. Il testa les noms. Il sonnait étrangement sur sa langue, comme s'il était plus habitué à donner des ordres qu'à parler doucement. Je suis Nathaniel. Il ne donna pas de nom de famille. Il ne dit pas « Je suis Nathaniel Ashcroft, roi alpha des pics d'obsidienne ». Il ne le pouvait pas. Cet homme était mort le jour où son frère avait glissé de l'aconie Tulu dans son vin et l'avait vendu à des esclavagistes pendant que son royaume regardait, paralysé par les mensonges. S'il lui disait qui il était, elle s'enfuirait. Ou pire, elle essaierait de le rançonner à ses ennemis pour assez d'argent pour effacer sa dette. « Juste Nathaniel ?» demanda-t-elle. « Juste Nathaniel. » Avec un dernier craquement grinçant, la chaîne entre ses poignets se brisa. Les menottes étaient toujours là, verrouillées autour de chaque poignet, mais ses mains étaient maintenant libres de bouger indépendamment. Nathaniel laissa échapper un long souffle tremblant. Il regarda ses mains, fléchissant ses doigts raides, testant l'amplitude de ses mouvements. Il pouvait sentir le loup en lui, enfoui sous des couches de poison, s'agiter. Faible, distant, mais là, il regarda la petite femme humaine assise en tailleur devant lui. Elle avait des cernes sous les yeux. Ses mains étaient couvertes d'ampoules et tachées de son sang. Elle sentait la pluie et le savon bon marché, et en dessous, une odeur qui fit lever la tête au loup en lui et gémir. « Compagne !» La prise de conscience le frappa avec la force d'un coup physique. La déesse de la lune, dans son sens de l'humour infini et tordu, l'avait lié à cette fragile jeune fille humaine dans les bas-fonds du marché gris. Cette femme qu'il avait achetée pour une pièce de cuivre et avait passé 4 heures à libérer ses mains sans rien demander en retour. Il ne pouvait pas la revendiquer. Pas maintenant. Il était un roi sans trône, un loup sans meute. Si ses ennemis savaient qu'elle était de sa compagne, ils ne se contenteraient pas de la tuer. Ils l'utiliseraient pour le briser complètement. Ils lui feraient du mal de manière qui ferait passer sa propre torture pour de la pitié. Alors il mentirait. Il prétendrait qu'elle était un moyen pour arriver à ses fins. Une alliée temporaire. Quelqu'un à qui il devait une dette, rien de plus. « Merci, dit-il. C'était la première fois en 6 mois qu'il disait ces mots à quelqu'un. « Ne me remercie pas encore, dit Row en se levant et en s'étirant le dos. Les hommes de Vince arrivent dans 4 jours. Tu dois être capable de te tenir debout sans tomber d'ici là. » Nathaniel regarda ses jambes, puis son visage. Un instinct protecteur s'enflamma dans sa poitrine. Pas le devoir de l'alpha de protéger son territoire. Plus profond que ça. Elle l'avait nourri. Elle avait libéré ses mains. Elle lui avait rendu une partie de son humanité. 4 jours, répéta-t-il. Qui est Vince? Un usurier? Un humain. Sa lèvre se retroussa. Un humain menaçant sa compagne. Le loup à l'intérieur grogna, et cette fois le son fut audible. Un grondement qui fit vibrer le plancher. Row recula d'un pas, ses yeux s'écarquillant. « Ne t'inquiète pas, petite pièce de cuivre, » dit Nathaniel, utilisant le surnom qui lui était venu à l'esprit sans y être invité. Il se leva lentement. Il était encore étourdi, encore faible, mais la liberté de ses mains lui donnait l'équilibre. Il la dominait de sa hauteur, son ombre l'engloutissant entièrement. « Quand les hommes de Vince arriveront, jura-t-il, sa voix tombant dans un grondement qui fit trembler les fenêtres, ils regretteront d'avoir jamais appris ton nom. » Les 3 jours suivants passèrent dans un étrange rythme domestique qu'aucun d'eux ne reconnut. Nathaniel guérit à une vitesse qui aurait dû être impossible pour quelqu'un qui avait été affamé et empoisonné pendant des mois. Les petites coupures disparurent du jour au lendemain. La profonde entaille sur son visage se referma en une fine ligne argentée. Il passa des heures à faire des pompes sur son sol, la sueur rendant sa peau luisante alors qu'il brûlait les dernières traces de poison de son sang. Rowena travaillait à la bouilloire d'argent et au clou rouillé. Elle ramenait à la maison des restes de viande qu'elle disait à Nathaniel que le cuisinier avait jetés,
Elle ne mentionna pas qu'elle les avait payés avec des pourboires qu'elle ne pouvait pas se permettre de dépenser. Elle ne mentionna pas la façon dont son propre estomac se tordait de faim parce qu'elle lui donnait la plupart de sa nourriture. Il le remarqua. Bien sûr qu'il le remarqua. Mais il ne dit rien. Au lieu de cela, il réparait des choses, le robinet qui fuyait et qui l'avait rendue folle pendant des mois, la fenêtre qui coinçait toujours et laissait d'entrer le froid, un clou, la latte de plancher qui craquait chaque fois qu'elle marchait dessus. Il travaillait en silence, ses mouvements économiques et précis, les mouvements de quelqu'un qui avait passé une vie à contrôler son corps. La deuxième nuit, Roe rentra à la maison et le trouva debout devant la cuisinière, remuant une marmite. « De la soupe, dit-il sans se retourner, avec les restes que tu as ramenés hier. Tu n'avais pas à faire ça. Tu m'as donné ton lit. Je dors par terre. Le moins que je puisse faire, c'est cuisiner. » Ils mangèrent en silence. La soupe était meilleure que tout ce que Roe avait fait de sa vie, riche et savoureuse, avec des herbes qu'elle ne savait pas qu'elle avait. Après, elle fit de la vaisselle pendant qu'il était assis dans le coin, la regardant avec ses yeux ambrés déconcertants. « Tu n'es pas obligé de faire ça, dit-elle sans se retourner. Le quatrième jour, quand les hommes de Vince viendront, tu pourrais partir, te faufiler par derrière. Tu ne me dois rien. » « Je te dois tout, dit Nathaniel doucement. Une pièce de cuivre, ce n'est pas tout. » « Ça l'était pour toi. » Les mots restèrent en suspens entre eux. Rose se tourna pour le regarder, et un instant, leurs regards se croisèrent. Elle vit une intensité dans son regard qui lui coupa le souffle. Un désespoir inquisiteur. Puis il détourna les yeux. « Tu as payé, dit-il, sa voix se durcissant. « J'honore le contrat. » La troisième nuit, Rose ne put dormir. Elle était allongée dans son lit étroit, fixant le plafond taché d'humidité, écoutant la respiration de Nathaniel depuis le sol à côté d'elle. Elle était profonde et régulière, mais elle savait qu'il ne dormait pas. Elle pouvait sentir sa conscience dans la pièce avec elle. « Pourquoi les as-tu laissés t'attraper » murmura-t-elle dans l'obscurité. Un long silence. « Je ne les ai pas laissés faire. Mon frère m'a empoisonné, m'a trahi, m'a vendu. Pourquoi? Parce que je lui ai fait défaut quand il avait le plus besoin de moi. » Rose se tourna sur le côté, regardant l'ombre sur son sol. « En quoi lui as-tu fait défaut? » Nathaniel resta silencieux si longtemps qu'elle pensa qu'il ne répondrait pas. « J'étais un roi. Il était mon second. Mon frère en tout sauf le sang. Sa compagne est morte il y a 3 ans dans une guerre que j'ai déclenchée. Un conflit territorial avec les clans du Nord. Elle a été prise entre 2 feux. Des dommages collatéraux. » La gorge de Rose se serra. « Savais-tu quelle était sa compagne? » « Pas avant. Il ne me l'a jamais dit. Je pense qu'il avait peur que je le traite différemment, que je le voie comme faible d'aimer une humaine. Elle était humaine, oui. » La voix de Nathaniel était rauque. Son âme, elle s'appelait Azolda. C'était une guérisseuse. Elle travaillait dans les villages le long de la frontière. Quand les clans du Nord ont attaqué, elle soignait les blessés et les mortes dans le bombardement. Et ton frère t'a blâmé. Mon frère Gabriel s'est blâmé lui-même de ne pas avoir été là, d'avoir été à la cour avec moi au lieu d'être avec elle. Mais il est plus facile de blâmer quelqu'un d'autre, alors il m'a blâmé. Rose ferma les yeux. « Je suis désolé. » « Moi aussi. » Nathaniel bougea sur le sol. « J'aurais dû le voir. J'aurais dû savoir qu'il se noyait. Mais j'étais le roi, j'avais un royaume à diriger. Je pensais qu'il était assez fort pour gérer son chagrin. Personne n'est aussi fort. Non, personne. » Ils restèrent en silence après cela. Mais c'était un silence différent maintenant. Plus chaleureux, moins lourd. « Rose, » dit Nathaniel après un moment. « Oui, quand ce sera fini, quand les hommes de Vince seront traités, je dois retourner au pic d'obsidienne, dans mon royaume. Je sais, et tu ne devrais pas venir avec moi. » « Pourquoi? » « Parce que c'est dangereux. Parce que Gabriel tuera quiconque m'est cher. Parce que tu mérites mieux que d'être entraîné dans une guerre entre loups. » Rose s'assit, le regardant dans l'obscurité. « Qui dit que je viens avec toi? » Elle pouvait voir la lueur de ses yeux alors qu'il la regardait. « N'est-ce pas le cas? » « Je n'ai pas encore décidé. » C'était un mensonge et ils le savaient tous les deux. Le 4e jour arriva avec un ciel gris et une odeur de pluie. Rose alla travailler à la bouilloire d'argent, mais elle ne pouvait pas se concentrer.
Elle laissa tomber un plateau de vaisselle, renversa du café sur les genoux d'un client, se fit crier dessus par le gérant jusqu'à ce que ses oreilles bourdonnent. À midi, elle abandonna et rentra chez elle. Nathaniel attendait. Il avait enfilé un sweat à capuche qu'elle avait trouvé dans une friperie. Il était trop petit pour lui, les manches s'arrêtant à mi-chemin de ses avant-bras, mais il couvrait son visage quand il relevait la capuche. Ils viendront au coucher du soleil, dit-il. C'est toujours à ce moment-là que les collecteurs viennent, quand les gens sont rentrés du travail, quand ils n'ont nulle part où fuir. Tu as déjà fait ça. J'ai été beaucoup de choses, Roe, pas toutes bonnes. Ils attendirent. Le soleil traversa le sol, les ombres s'allongèrent. Roe était assise à sa petite table, les mains enroulées autour d'une tasse de thé qui avait refroidi depuis longtemps. Nathaniel se tenait près de la fenêtre, observant la rue en bas. Quand on frappa, ce ne fut pas doucement. Ouvre, Roe, appela une voix à travers la porte, épaisse et moqueuse. La dette de papa est due. Marco, le principal homme de main de Vince, un homme qui souriait quand il faisait du mal aux gens. Rose se leva, ses mains tremblaient. Elle regarda Nathaniel. Il s'était déplacé vers le fauteuil dans le coin, tirant la capuche bas sur son visage, se cachant dans l'ombre. « Ouvre », dit-il doucement. Rose déverrouilla la porte. Marco entra de force, suivi de deux voyous portant des battes de baseball. Il sourit, révélant une dent en or qui capta la lumière de la lampe. « La voilà. Regardez, les garçons. Elle a préparé l'argent, n'est-ce pas? »« J'ai 200, dit Rose. Sa voix était plus stable qu'elle ne le sentait. « J'ai besoin de plus de temps pour le reste. » Marco fit claquer sa langue. « Le temps est écoulé, ma belle. Vince a dit que si tu es à court, on prend des garanties. Bel endroit. On peut vendre les meubles. Peut-être te vendre au bordel du secteur 5. Tu rapporterais un bon prix. » Un des voyous attrapa le bras de Rose. Le grognement qui remplit la pièce ne semblait pas humain. C'était un tonnerre bas et subsonique roulant de loin. Le genre de son qui fige les proies sur place. Les voyous se figèrent. « Tu as un chien, Rose » rit Marco, mais ça sonnait nerveux. « Lâche-le. » La voix venait du coin, calme, sombre, dégoulinante d'autorité. Nathaniel se leva. Il garda la capuche, mais sa taille était indubitable. Il entra dans la lumière, et même avec son visage caché, sa simple présence remplissait la pièce. « C'est qui, le petit ami » ricana Marco, essayant de retrouver son assurance. « Écoute, mon pote, c'est du business. Va-t'en et garde tes rotules. »« Tu l'as touché, » dit Nathaniel. Il fit un pas en avant. C'était une erreur. « Attrapez-le » cria Marco. Le voyou avec la batte frappa. C'était un coup vicieux visant la tête de Nathaniel. Nathaniel n'esquiva pas. Il attrapa la batte en plein vol d'une main. Le bois craqua sous sa poigne. D'un simple mouvement du poignet, il arracha la batte et frappa le voyou au visage du revers de la main. L'homme vola à travers la pièce, s'écrasa dans la kitchenette avec un bruit sourd et écœurant, et ne se releva pas. Le deuxième voyou sortit un couteau. Nathaniel bougea plus vite que Rose ne pouvait le suivre. Il combla la distance, attrapa l'homme par la gorge et le souleva du sol d'un bras. Le voyou donna des coups de pied impuissantes, les pieds ballants, le visage devenant violet. « Pars, » murmura Nathaniel à l'homme qui s'étouffait. « Dis à ton patron que s'il envoie quelqu'un d'autre, s'il pense même à elle à nouveau, je le trouverai. Je lui arracherai la peau des os. Tu comprends? » Le voyou hocha frénétiquement la tête. Nathaniel le jeta dehors comme s'il n'était rien. L'homme dévala les escaliers en s'écrasant et en criant. Marco était seul maintenant. Il tremblait, cherchant un pistolet à sa ceinture. « Ne fais pas ça, » avertit Nathaniel. Marco sortit quand même l'arme. La capuche de Nathaniel tomba en arrière. Marco vit les yeux, l'ambre incandescent. « Lou, » haleta Marco, « tu es une errante, tu n'es rien. » Nathaniel s'approcha, dominant l'homme de main. Il se pencha jusqu'à ce que son visage soit à quelques centimètres de celui de Marco. « Je ne suis pas un errante, » dit doucement Nathaniel. « Et si jamais tu t'approches de cette porte à nouveau, si jamais tu la regardes à nouveau, je te trouverai. Et je te ferai regretter d'être né. Tu comprends? » Marco hocha la tête. Une tache sombre s'étendit sur le devant de son pantalon. « Cours !» Marco courut. Il trébucha sur son camarade inconscient et se jeta pratiquement dans les escaliers. Le silence revint dans l'appartement.
Roe était plaquée contre le mur, son cœur battant la chamade. Elle avait déjà vu de la violence. Le marché gris en était plein. Mais c'était différent. C'était contrôlé et efficace. La violence de quelqu'un qui l'avait fait 1000 fois auparavant et savait exactement quelle force utiliser. Nathaniel se tourna vers elle. La lueur dorée s'estompa de ses yeux, redevenant miel chaud. Il la regarda, vérifiant si elle était blessée. « Tu es blessée ?» demanda-t-il. Rose secoua lentement la tête. « Qui es-tu? » « Vraiment? » Nathaniel regarda la porte ouverte, puis la femme qui l'avait sauvée, la femme qui était sa compagne, qu'elle le sache ou non. Il ne pouvait plus mentir. Pas après avoir montré sa force. Pas après l'avoir défendu de cette manière. « Je suis quelqu'un qui est parti depuis trop longtemps, » dit-il lourdement, « et je dois y retourner. » Il se dirigea vers la fenêtre, regardant vers les montagnes lointaines. Les pics d'obsidienne. « Mon nom est Nathaniel Ashcroft, » dit-il en se tournant vers elle, « et quelqu'un a volé mon trône. » Roe haleta. Chaque enfant du royaume connaissait le nom d'Ashcroft. Le roi Alpha, le loup le plus fort de sa génération. « Le roi, » murmura-t-elle. « J'ai acheté un roi pour un sou. » « Et ce sou, » dit Nathaniel en traversant la pièce vers elle, « t'as acheté ma protection. Pour toujours. Je dois aller au pic, Roe. Je dois reprendre ce qui a été volé. Et je dois arrêter Gabriel avant qu'il ne détruise tout ce que j'ai construit. Tu mourras seul, dit-elle. Tu n'as pas de meute. Pas d'armée. Pas de ressources. J'ai mes griffes. Tu as besoin d'un moyen d'entrer. Les frontières sont fermées. Mais je connais des contrebandiers. Je connais des routes. Je peux aider. Non, la voix de Nathaniel était tranchante. C'est dangereux. Je t'appartiens, tu te souviens, dit Roe. Un courage étrange et féroce montait dans sa poitrine. J'ai le reçu. Une pièce de cuivre. Tu ne vas nulle part sans la permission de ta propriétaire. Nathaniel la fixa. Il devrait lui ordonner de rester. Il devrait utiliser sa voix d'alpha, la faire obéir. Mais en regardant le feu dans ses yeux, il sut que ce serait inutile. Elle était sa compagne, aussi têtue que lui, aussi courageuse que lui, peut-être plus courageuse. « Fais ton sac, » dit le roi Alpha. Un soupçon de sourire dangereux joua au coin de sa bouche. « Nous partons à l'aube. » Roe hocha la tête. Elle ne savait pas dans quoi elle s'engageait. Elle ne savait pas que Gabriel avait un fils. Elle ne savait rien de la prophétie cachée dans la pièce de cuivre. Elle ne savait pas qu'elle descendait de la première reine humaine, ni que sa capacité à voir l'invisible sauverait un royaume. Tout ce qu'elle savait, c'est que pour la première fois de sa vie, quelqu'un la voyait vraiment, et cela valait la peine de tout risquer. L'aube arriva lentement sur le marché gris, se répandant à travers le smog et les nuances de rouille et de cendre. Rowena se tenait à sa fenêtre, regardant la ville se réveiller en bas. Des vendeurs ouvrant leurs étals, des ouvriers se traînant vers les usines, les mêmes personnes marchant sur les mêmes chemins qu'hier et que demain. Une vie mesurée en répétition. Elle laissait tout ça derrière elle. Son sac était près de la porte, petit et pathétique. 2 changements de vêtements, la trousse de premier secours, ce qui restait du pain. Tout ce qu'elle possédait au monde tenait dans un sac en toile qui pesait moins de 2,5 kg. Nathaniel sortit de la salle de bain, les cheveux encore humides. Il s'était lavé correctement pour la première fois depuis qu'elle l'avait ramené à la maison, et la transformation était surprenante. Sans les couches de sang et de crasse, il paraissait plus jeune. Toujours dangereux, toujours marqué par la violence, mais plus jeune. La coupure sur son visage avait guéri en une fine ligne argentée qui captait la lumière du matin. « Tu n'es pas obligé de faire ça, » dit-il. C'était la 3e fois qu'il le disait depuis minuit. « Je sais, » répondit Roe. C'était la 3e fois qu'elle répondait. Ils partirent alors que le soleil passait au-dessus des toits. Roe ferma sa porte à clé, puis resta là, la clé à la main, regardant la peinture écaillée et le bois déformé. 23 ans de sa vie s'étaient déroulés derrière cette porte, son enfance, le lent déclin de son père. Les nuits après sa mort où elle avait pleuré si fort qu'elle pensait que ses côtes allaient se briser. Elle glissa la clé sous le paillasson. Si elle revenait, elle en aurait besoin. Sinon, quelqu'un d'autre la trouverait. Les rues étaient bondées par la circulation matinale. Roe gardait la tête basse par habitude, mais elle pouvait sentir Nathaniel à côté d'elle, une présence solide qui attirait les regards malgré la capuche tirée bas sur son visage. Les gens s'écartaient de leur chemin sans trop savoir pourquoi. Cet instinct animal qui reconnaissait les prédateurs même quand ils essayaient de se cacher.
Ils prirent le premier ferry pour traverser la rivière de Vaz, debout à la rambarde tandis que le marché gris s'éloignait derrière eux. L'eau était épaisse et gris-vert, se déplaçant lentement comme si elle était à moitié morte. Des rejets industriels mélangés aux eaux usées, mélangés à des choses auxquelles Rowe ne voulait pas penser. « Es-tu déjà sorti du marché? » demanda Nathaniel. « Une fois, quand j'avais 10 ans, mon père m'a emmené voir l'océan. Nous étions sur la plage et il m'a dit que quelque part de l'autre côté de cette eau, il y avait un endroit où les gens n'avaient pas à se battre pour chaque miette, où les enfants grandissaient gros et heureux. L'as-tu cru? » Je voulais le croire, de moi. Rowe regarda la ville rétrécir. Mais je pense qu'il mentait. Je pense que le monde entier est le marché gris, juste des noms différents pour la même lutte. Nathaniel resta silencieux. Peut-être que tu as raison. Ou peut-être que nous sommes juste ceux qui n'ont pas eu de chance, nés au mauvais endroit, au mauvais moment, dans la mauvaise famille. Tu crois à la chance? Non. Il se tourna pour la regarder, et même avec la capuche ombrageant son visage, elle pouvait sentir l'intensité de son regard. Je crois au choix. Chaque personne sur ce quai là-bas est là à cause de choix. Les leurs ou ceux de quelqu'un d'autre. La chance, c'est juste ce que les gens appellent ça quand ils ne veulent pas prendre leurs responsabilités. C'est dur. C'est vrai. Le ferry accosta sur la rive est et ils entrèrent dans les terres frontalières. Le paysage changea presque immédiatement. Les bâtiments cédèrent de la place à des broussailles. Le pavé céda la place à des chemins de terre qui se transformaient en boue quand il pleuvait. L'air sentait différemment ici, plus pur, plus vif. Le monde semblait moins fatigué. Ils marchèrent pendant des heures. Nathaniel imposa un rythme brutal, ses longues foulées dévorant la distance. Rowe luttait pour suivre, ses jambes en feu, ses poumons douloureux. Mais elle ne se plaignit pas, ne demanda pas à se reposer. Elle avait fait ce choix. Elle l'assumerait. Vers midi, ils s'arrêtèrent près d'un ruisseau. Rose s'effondra sur un tronc d'arbre tombé, haletante. Nathaniel s'agenouilla près de l'eau, mit ses mains en coupe et but profondément. Quand il eut fini, il remplit à nouveau ses paumes et apporta l'eau à Rose. « Bois, tu es déshydraté. » Il but dans ses mains. L'eau était froide et avait un goût de minéraux. Sa peau était chaude contre ses lèvres. « Merci. » Il hocha la tête et s'éloigna, mettant à nouveau de la distance entre eux. Il faisait ça souvent, remarqua-t-elle, s'approcher, puis reculer, se battant contre lui-même. Ils mangèrent en silence. De la viande séchée et du fromage dur que Nathaniel avait somehow acquis avant leur départ. Rowe ne demanda pas où il l'avait eu, ne voulait pas savoir. Quand ils reprirent la marche, Nathaniel parla. « Ta respiration n'est pas bonne. Tu halètes, tu prends de courtes respirations avec ta poitrine. Je ne suis pas exactement entraîné pour ça. Personne n'est entraîné pour quoi que ce soit. L'entraînement, c'est juste le faire mal 1000 fois jusqu'à ce que tu le fasses bien. » Il montra comment respirer profondément avec le ventre. Comme ça, lentement, remplis complètement tes poumons, puis expire complètement. Ne garde pas de tension dans tes épaules. Rowe essaya, échoua, essaya à nouveau. « Mieux, dit Nathaniel. Continue comme ça et raccourcis tes pas. Tu t'étires trop, tu gaspilles de l'énergie. » Pendant l'heure suivante, il la coacha. Respiration, longueur de pas, posture. De petits ajustements qui rendèrent la marche moins douloureuse. Au moment où le soleil commença à descendre vers l'horizon, Rowe trouva un rythme. Son corps lui faisait encore mal, mais c'était une douleur gérable, une douleur de travail. « Tu es une bonne élève, dit Nathaniel alors qu'ils installèrent leur camp dans un bosquet de pins tordus. Tu es un bon professeur. J'ai eu de l'entraînement. Diriger une meute signifie enseigner les techniques de combat, les stratégies de chasse, la politique de la cour. » Il fit une pause, allumant un petit feu avec une efficacité exercée. « J'ai passé 2 décennies à enseigner aux jeunes loups comment survivre, comment être plus que leurs instincts. Ça te manque? » Chaque jour, ils s'assirent près du feu alors que l'obscurité tombait. Les terres frontalières la nuit étaient vivantes de bruit. Insectes, oiseaux, petits animaux se déplaçant dans les sous-bois, et quelque part au loin, un hurlement de loup, long et mélancolique. La tête de Nathaniel se redressa brusquement. Ses yeux brillèrent d'un éclat ambré un instant avant qu'il ne les force à redevenir humains. « Ami ou ennemi? » demanda Rowe doucement. « Ni l'un ni l'autre.
Un loup sauvage, passe de meute. Ils existent encore ici, au-delà des territoires, au-delà de la politique et des guerres, juste des loups étant des loups. N'as-tu jamais souhaité être l'un d'eux, numéro poilu? Nathaniel fixa les flammes. La liberté est surfaite. C'est juste un autre mot pour n'avoir personne qui a besoin de toi, personne qui dépend de toi. Je préférerais être enchaîné à un but que libre et seul. Même maintenant, même après ce que Gabriel a fait, même maintenant. Ils dormirent avec le feu entre eux. Nathaniel insista pour prendre le premier quart de veille, assis le dos contre un arbre, les yeux scrutant l'obscurité. Roe était allongée, enveloppée dans sa fine couverture, écoutant les bruits de la nuit. Elle se sentait exposée ici, vulnérable. Dans le marché gris, le danger venait des gens et on pouvait voir les gens arriver. Ici, le danger pouvait venir de n'importe où. Mais avec Nathaniel veillant sur elle, elle se sentait plus en sécurité qu'elle ne l'avait été depuis des mois, peut-être des années. Le deuxième jour, il lui apprit à se battre. Il s'était arrêté pour une pause de midi et Nathaniel sortit un couteau de sa ceinture. Lame courte, prise simple. Il le tendit à Roe, le manche en premier. Prends-le. Elle le prit. Le poids semblait étrange dans sa main, trop lourd, trop réel. As-tu déjà tenu un couteau comme une arme? Numéro. Pour cuisiner? Oui. Pour couper des gens? Non. Bien. Ça veut dire que tu n'as pas de mauvaises habitudes à désapprendre. Il tourna autour d'elle, étudiant sa posture. Le problème avec la plupart des gens, c'est qu'ils pensent que se battre est une question de force, de dominer son adversaire. Ce n'est pas le cas. C'est une question de levier, d'angle, de vitesse. Il ajusta sa prise, déplaçant ses doigts jusqu'à ce que le couteau soit différent dans sa paume. Voilà. Maintenant, c'est une extension de ton bras, pas un objet séparé. Quand tu bouges, il bouge. Quand tu penses, il coupe. Et si je ne veux couper personne, alors tu mourras et celui qui voulait te faire du mal passera à la victime suivante. La voix de Nathaniel était plate, pratique. Je ne t'apprends pas à être une guerrière, Roe. Je t'apprends à survivre. Ils s'entraînèrent pendant 1 heure, des frappes de base, comment tenir la lame bas et pousser vers le haut, comment trancher les points vulnérables, comment créer de la distance quand quelqu'un de plus grand vous attrape. Nathaniel se déplaçait lentement, démontrant, corrigeant sa posture. À un moment donné, il se tint derrière elle, son corps pressé contre son dos, ses mains guidant les siennes dans le mouvement. Le souffle de Rose se coupa. Elle pouvait sentir la chaleur qui émanait de lui, pouvait sentir la terre, la fumée et la sauvagerie en dessous. Comme ça, murmura-t-il, son souffle chaud contre son oreille. Rapide, décisif, sans hésitation. L'hésitation te fait tuer. Ses mains quittèrent les siennes et il recula brusquement, comme s'il avait touché du feu. Encore, dit-il, entraîne-toi pendant que nous marchons, habitue-toi au poids. Alors elle le fit. Pour le reste de la journée, Roe porta le couteau, ajustant sa prise, imaginant les mouvements. Elle se sentit ridicule au début, puis déterminée, puis plus dure. Au moment où ils firent leur camp cette nuit-là, sa main avait des ampoules à force de serrer le manche trop fort. Nathaniel les vit et lui tendit sans un mot une bande de tissu pour envelopper sa paume. « Tu as bien travaillé aujourd'hui, » dit-il. « J'ai l'impression de n'avoir rien appris. » Tu as appris la chose la plus importante, que tu peux tenir une arme sans la laisser tomber. Tout le reste n'est que raffinement. Ils mangèrent dans un silence complice. Puis Nathaniel parla à nouveau, sa voix plus douce que d'habitude. « Pourquoi m'as-tu acheté, Roe? Vraiment? Tu aurais pu acheter de la nourriture, t'enfuir, te cacher jusqu'à ce que Vince t'oublie. » Roe fixa le feu. « Parce que tu étais agenouillé là, acceptant la mort, et j'ai été à genoux toute ma vie. Peut-être pas physiquement, mais mentalement, acceptant que c'est tout ce que j'aurais. C'est tout ce que je mérite. Invisible. Oubliable. Quand je t'ai vu agenouillé là, je me suis vu. Et j'ai pensé que si je pouvais te sauver, peut-être que je pourrais me sauver aussi. » Nathaniel ne dit rien pendant un long moment. Puis, « Tu n'es pas invisible pour moi. » Leurs regards se croisèrent à travers le feu. Un courant passa entre eux. Aucun d'eux n'était prêt à le nommer. La troisième nuit, il plut. Ils s'abritèrent dans une grotte peu profonde, à peine plus qu'un surplomb dans la paroi rocheuse. La pluie tombait d'averse, transformant le monde en un mur d'eau. Le tonnerre grondait dans le ciel. Les éclairs scintillaient,
illuminant le paysage de flashs blancs saisissants. Ils étaient assis côte à côte, regardant la tempête, assez proches pour que leurs épaules se touchent presque. Pas tout à fait. Parle-moi d'Isolde, dit Rowe doucement. Nathaniel se raidit. Pourquoi? Parce que Gabriel l'aimait, parce qu'elle est morte, parce que c'est pour ça que nous marchons vers une guerre. Il resta silencieux si longtemps que Rowe pensa qu'il ne répondrait pas. Puis, je ne l'ai rencontré que 2 fois. Une fois lors d'une réception diplomatique. Une fois quand j'ai visité les villages frontaliers après une escarmouche. C'était une guérisseuse, humaine, courageuse au-delà de toute raison. Elle entrait dans des zones de combat actives pour sortir les blessés, les nôtres et les leurs. Elle ne se souciait pas des camps, seulement de la souffrance. Qu'est-ce que Gabriel voyait en elle? La paix. La voix de Nathaniel était rauque. Gabriel était un guerrier, le meilleur que j'ai jamais entraîné. Mais il se battait toujours, toujours en colère, toujours en guerre avec le monde. Isolde lui a donné la paix. Quand il était avec elle, il arrêtait de se battre, arrêtait d'être un soldat et commençait à être un homme. Et quand elle est morte, il est retourné à la guerre. Seulement cette fois, il se battait contre moi, contre lui-même, contre le monde entier parce que le monde la lui avait enlevé. Rowe absorba cela. Tu te blâmes, n'est-ce pas? Devrais-je? Probablement pas. Mais la culpabilité ne se soucie pas de devrait. Elle s'installe juste dans ta poitrine et pourrit. Ils s'assirent en silence tandis que la pluie martelait la pierre. Un éclair illumina de nouveau, et dans la brève lueur, Rowe vit le profil de Nathaniel. Mâchoire forte, nez droit. La cicatrice qui le marquait. Il semblait taillé dans la pierre, dur et inflexible. Mais elle l'avait vu réparer son robinet avec des mains douces, l'avait senti ajuster sa prise sur le couteau avec patience, l'avait regardé allumer des feux, cuisiner et lui apprendre à respirer. Dur à l'extérieur, doux à l'intérieur. Peut-être que c'était pour ça que la déesse de la lune les avait choisis l'un pour l'autre. L'équilibre. La pluie ralentit. Nathaniel bougea et sa main frôla la sienne. Aucun d'eux ne s'écarta. « Rowe, dit-il doucement. Oui, quand ce sera fini, quand nous atteindrons les pics et affronterons Gabriel, les choses iront vite, violemment. J'ai besoin que tu me promettes, si je te dis de courir, tu cours. Tu ne regardes pas en arrière. Tu n'essayes pas d'aider. Tu cours et tu continues de courir jusqu'à ce que tu sois en sécurité. » Rose sentit la colère monter en elle. « Donc, je ne suis qu'une passagère, une humaine sans défense que tu traînes et que tu jettes quand ça t'arrange. » Ce n'est pas ce que j'ai dit. C'est ce que tu voulais dire. La mâchoire de Nathaniel se serra. J'essaye de te garder en vie. Je suis en vie en ce moment. J'étais en vie quand tu étais à genoux dans la boue, attendant de mourir. Peut-être qu'au lieu de me donner des ordres, tu devrais me faire confiance pour faire mes propres choix. Ils se fusillèrent du regard. La pluie s'arrêta, l'eau goûtait du surplomb, chaque goutte une petite explosion sur la pierre mouillée. Puis, Nathaniel fit une chose inattendue. Il sourit. Petite et bref, mais réelle. Tu as raison. Je suis désolé. Je te traite comme si tu étais fragile. Mais tu es entré dans un parc des enchères et tu as acheté un roi avec une pièce de cuivre. Tu as passé 4 heures à scier des chaînes sans te plaindre. Tu affrontes un collecteur de dettes et un tyran parce que tu penses que c'est juste. Il secoua la tête. Tu es la personne la moins fragile que j'ai jamais rencontrée. Oh! La colère de Rose s'évanouit. Oh! Alors, partenaire. Il tendit la main. Rose la regarda un instant, puis la prit. Sa paume était calleuse et chaude. Sa poigne était ferme, mais douce. Partenaire, accepta-t-elle. Ils se serrèrent de la main. Et aucun d'eux ne lâcha aussi vite qu'il aurait dû. Le 4e jour de voyage, ils atteignirent un creux noir. La ville minière était accroupie au pied des pics d'obsidienne, comme un animal malade. La fumée s'élevait de 100 cheminées, rendant l'air gris. Les bâtiments étaient faits de pierres brutes et de métal corrodé. Tout était taché de noir par la poussière de charbon. Les gens se déplaçaient dans les rues la tête basse, les épaules voûtées. Le poids de l'endroit était presque physique. « Nous sommes proches maintenant, » dit Nathaniel doucement. « Les pics sont juste derrière ces crêtes. Encore une journée de marche jusqu'au palais. Est-ce qu'on contourne la ville, Nom? »
Nous passons à travers. Il y a quelqu'un ici que je dois voir, quelqu'un qui pourrait nous aider. Qui? Aldrich Greaves, c'était mon quartier maître, loyal, intelligent. Si quelqu'un connaît un moyen d'entrer dans le palais, c'est lui. Ils entrèrent dans Creuse Noire par la route principale, attirant les regards malgré leur tentative de se fondre dans la masse. Nathaniel garda sa capuche, mais sa taille le rendait visible. Rowe marchait à côté de lui, et Hirsch essayant de projeter une confiance qu'elle ne ressentait pas. La chope rouillée se trouvait près des goulottes à charbon, un bar miteux qui sentait la bière éventée et le désespoir. Nathaniel l'y conduisit et la conversation mourut. Les visages se tournèrent vers eux. Des visages durs, des visages méfiants. « Nous cherchons Aldrich Greaves, dit Nathaniel au barman. Dites-lui qu'un vieil ami veut lui parler. » Le barman, un homme costaud avec une cicatrice lui barrant le visage, les étudia. Puis, il fit un signe de tête vers une arrière-salle. « Par là, mais si vous cherchez des ennuis, j'appelle la garde. »« Pas d'ennui, dit Rowe rapidement. Juste une conversation. » L'arrière-salle était sombre et encombrée. Un homme aux cheveux gris était assis à une table couverte de cartes et de papiers. Il leva les yeux quand ils entrèrent et ses yeux s'écarquillèrent. « Nathaniel. »« Aldrich. » Le vieil homme se leva lentement, comme si ses articulations lui faisaient mal. Il était grand mais voûté, son visage ridé par l'âge et l'inquiétude. Il fixa Nathaniel comme s'il voyait un fantôme. « Nous avons entendu des rumeurs, » murmura Aldrich. « Des chuchotements selon lesquels l'esclave de la vente aux enchères du marché gris, c'était vous. Mais je n'osais pas espérer. C'était moi, B. » Nathaniel baissa sa capuche. « Gabriel m'a trahi, m'a vendu. J'ai besoin de ton aide pour entrer dans le palais. » Le visage d'Aldrich se décomposa. Il détourna le regard et Rowe vit ses mains trembler. « Mon roi, je ne peux pas. » « Tu ne peux pas ou tu ne veux pas. »« Je ne peux pas. » La voix d'Aldrich se brisa. « Gabrielle a ma petite fille, Maris. Elle n'a que 15 ans. Il la retient dans les cachots. Si je vous aide, si je fais quoi que ce soit, il lui fera du mal. Il lui a déjà fait du mal. Elle m'a envoyé une lettre. Son écriture tremblait. Il la torture pour me garder docile. » Le visage de Nathaniel se durcit. « Où dans les cachots? »« Tour Est, 3e niveau. Mais c'est gardé, des sorciers et des soldats. Vous ne pouvez pas l'atteindre. Vous ne pouvez pas la sauver. » Rowe s'avança. « Et si nous le pouvions? Et si nous la sauvions d'abord? » Les deux hommes la regardèrent. « Vous détenez des informations dont nous avons besoin, » continua Rowe. « Des clés, l'accès au tunnel, les rotations de Warden, des choses qui nous aideront à entrer dans le palais. Mais vous ne pouvez pas nous les donner parce que Gabriel retient Maris en otage. » Aldrich hocha lentement la tête. « Alors, nous enlevons l'otage. Vous nous aidez à entrer dans le palais. Nous extrayons Maris. Ensuite, vous nous donnez ce dont nous avons besoin. Tout le monde y gagne. »« C'est impossible, » dit Aldrich. « Le palais est une forteresse maintenant. Gabriel a des mercenaires. De la magie noire. Vous n'entrerez jamais sans être vu. » Rowe sourit, un petit sourire déterminé. « C'est parce que vous pensez à entrer comme des guerriers, des soldats, des gens qui ont leur place là-bas. » Elle regarda Nathaniel. « Mais personne ne regarde le personnel. Personne ne voit les serviteurs, les cuisiniers et les nettoyeurs. Je peux entrer. Je peux être invisible. » Les yeux de Nathaniel brillèrent. « Non, absolument pas. C'est trop dangereux. »« C'est le seul moyen. Tu le sais. Envoyez-moi comme nouvelle aide cuisinière. Je trouve Maris. Je la sors. Ensuite, Aldrich nous aide. » Il la regarda pendant un long moment. Elle pouvait voir la guerre dans ses yeux, l'instinct de protéger luttant contre la connaissance qu'elle avait raison. « D'accord, dit-il finalement. Mais nous faisons ça avec précaution. Nous planifions chaque étape. » « Je ne suis pas du genre à planifier, ami Rowe. Je suis plutôt du genre à improviser au fur et à mesure. » Nathaniel parut peiné. « C'est ce que je craignais. » Il haussa les heures suivantes à planifier. Aldrich dessina des cartes du palais. Leur montra où Maris était détenue. Expliqua les rotations de garde, les horaires des repas, les passages cachés. « Il y a une entrée de service du côté sud, » dit Aldrich en traçant une ligne sur la carte. « Il cherche toujours de l'aide en cuisine. Gabriel a fait fuir la plupart du personnel avec sa cruauté. Si tu te présentes l'air désespéré, ils t'embaucheront immédiatement.
Et Nathaniel? Il y a de vieux tunnels miniers qui passent sous la montagne. Ils sont connectés aux corps à vin du palais. Dangereux, partiellement effondrés, mais ils ne sont pas gardés. S'il peut s'y retrouver, il peut s'approcher, assez près pour aider si les choses se tournent mal. C'est prêt pour abattre les murs s'il le faut, dit Aldrich, regardant Nathaniel avec une fierté qui perçait à travers l'inquiétude. Ils finalisèrent les détails. Rowe entrerait le lendemain matin. Nathaniel attendrait dans les tunnels. Quand Rowe aurait Maris, elle enverrait un signal en allumant une bougie à une fenêtre spécifique. Alors, Nathaniel les extrairait toutes les deux. C'était un plan terrible. Trop de variables, trop de façons dont ils pouvaient échouer. Mais c'était le seul plan qu'ils avaient. Cette nuit-là, ils dormirent dans une chambre au-dessus de la taverne. Un lit, une chaise. Nathaniel prit la chaise sans discussion. Rowe était allongée dans l'obscurité, écoutant sa respiration. Elle devrait dormir. Elle avait besoin de repos pour demain, mais son esprit ne cessait de tourner. « Nathaniel, murmura-t-elle. « Oui? Si ça tourne mal demain, si je ne m'en sors pas, ne parle pas de cette façon. Écoute, si je ne m'en sors pas, tu continues. Tu reprends ton royaume. Tu arrêtes Gabriel. Tu ne perds pas de temps à me pleurer. » Silence, Watfeu. Je ne peux pas promettre ça. Pourquoi pas? Parce que sa voix était rauque. Parce que tu es importante pour moi. Plus importante que tu ne devrais l'être. Le cœur de Rowe manqua un battement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, dit Nathaniel lentement, que la déesse de la lune a un sens de l'humour tordu, et je paye le prix d'une vie d'arrogance. Elle s'assit dans le lit, regardant l'ombre dans la chaise. Qu'est-ce que tu dis? Je dis, répondit-il, que tu es ma compagne, ma partenaire prédestinée, celle que la déesse a choisie pour moi, et j'ai essayé de le nier, d'essayer de te protéger de ça, mais je ne peux plus. Si tu meurs demain, une partie de moi meurt avec toi. C'est la vérité. Rose sentit les mots la frapper avec force. Compagne, le lien sacré dont les loups parlaient à voix basse, la connexion qui ne pouvait être brisée ou niée, l'amour qui transcendait la raison. Quand l'as-tu su? Au moment où je me suis réveillé dans ton appartement, ton odeur, la lueur des pièces quand tu m'as touché, tout en toi appelait le loup en moi. Il fit une pause. J'aurais dû te le dire, je suis désolé. Pourquoi ne l'as-tu pas fait? Parce que si Gabriel découvre que tu es ma compagne, il t'utilisera pour me détruire. Il te fera du mal de manière que je ne peux même pas imaginer, et je préférerais mourir plutôt que de te voir souffrir pour moi. Rowe digéra cela. La distance qu'il gardait, la façon dont il se retirait quand il devenait trop proche, l'instinct protecteur qui frisait l'obsession. Tout cela avait un sens maintenant. Elle sortit du lit et traversa la pièce, s'agenouilla devant sa chaise pour qu'ils soient au même niveau. « Nathaniel Ashcroft, dit-elle doucement, je t'ai acheté pour une pièce de cuivre. Cela fait de toi le mien, pas celui de la déesse de la lune, pas celui du destin, le mien. Et je choisis d'entrer dans ce palais demain parce que c'est la bonne chose à faire, pas à cause d'un lien mystique, parce que c'est juste, Rowe. Alors, arrête d'essayer de me protéger du destin et commence à me faire confiance pour faire mes propres choix. Compagne ou non, lien ou non, je le fais. » Ils se fixèrent. Puis Nathaniel tendit la main et lui prit le visage dans une grande main. Son pouce frôla sa pommette. « Tu vas être ma mort, murmura-t-il. »« Probablement, acquiesça Rowe. » Il se pencha en avant et pendant un instant, elle pensa qu'il allait l'embrasser, voulut qu'il l'embrasse, mais au lieu de cela, il posa son front contre le sien. « Reviens-moi demain, murmura-t-il. S'il te plaît, je vais essayer mon bras. Ce n'est pas assez. C'est tout ce que j'ai. » Ils restèrent ainsi un long moment. Puis Rose se recula et retourna au lit. Cette fois, quand elle ferma les yeux, elle se sentit plus calme. Elle avait un but maintenant, une mission, et peut-être que quelque part sous toute la peur et l'incertitude, elle avait une raison qui valait la peine de se battre. Le palais était encore plus imposant de près. Il s'élevait du flanc de la montagne comme une extension naturelle de la roche, tout en angle vif et en pierre sombre. Des gardes patrouillaient sur les murs. Des sorciers se tenaient aux portes, leurs yeux brillants d'une lumière surnaturelle. Rose s'approcha de l'entrée des serviteurs du côté de la soie, vêtus de vêtements qu'ils avaient volés sur une corde à linge.
Du tissu grossier, rapiécé et non réparé, l'uniforme de la pauvreté. Elle frappa à la porte. Une femme à l'air poilu répondit, de la farine poudrant son tablier. Aide en cuisine, oui, madame, j'ai entendu dire que vous embauchiez. La femme la toisa de haut en bas. Tu as déjà travaillé en cuisine? 3 ans à la bouilloire d'argent dans le marché gris. Des références? Morge ou parti? Je suis venu ici pour prendre un nouveau départ. La femme soupira. Bon, on est désespéré. Presque personne ne veut plus travailler ici. Trop de peur, trop de cruauté. Mais la paix est bonne si tu gardes la tête basse et que tu ne poses pas de questions. Je suis très doué pour ne pas poser de questions. Entrez alors et bienvenue en enfer. Roe franchit la porte. Elle était à l'intérieur. Les cuisines du palais étaient un chaos. 30 personnes travaillant dans un espace prévu pour 20, tout le monde criant, tout en feu ou sur le point de l'être. La chef cuisinière était une femme nommée Bertha Ironwood, grande et large d'épaules, avec des bras ressemblant à des troncs d'arbres et une voix qui pouvait briser le verre. Toi, la nouvelle, quel est ton nom? Roe. Roe quoi? Juste Roe. Bien, juste Roe, tu es au récurage des marmites. Poste 3, ne parle pas, ne te plains pas, ne traîne pas. Compris? Oui, madame. Le travail était brutal. Roy récura des marmites jusqu'à ce que ses mains soient à vif, porta de l'eau jusqu'à ce que son dos hurle, éplucha des légumes jusqu'à ce que ses doigts saignent. Mais elle gardait les yeux ouverts, continuait à observer, apprenant de la disposition, identifiant quels serviteurs étaient humains et lesquels étaient des loups sous forme humaine, notant quels gardes étaient cruels et lesquels simplement ennuyés. Au déjeuner, elle s'assit à côté d'un jeune homme qui se présenta comme Jonas. Il avait des yeux gentils et des mains fatiguées. Ils mangèrent en silence pendant un moment avant qu'il ne parle. Tu es nouvelle, premier jour. Un conseil, garde la tête basse. Ne regarde pas les gardes. Ne te promène pas. Cet endroit, il dévore les gens, surtout les gens curieux. Je m'en souviendrai, dit Roe. Puis, prudemment, et les prisonniers? Jonas se figea. Qu'en est-il d'eux? Sont-ils ici? Il y a des cachots, des prisonnières politiques, des otages. Tu as bien entendu, mais personne n'en parle. Personne ne demande. La dernière servante qui a posé des questions a disparu. Ils ont dit qu'elle avait essayé de s'échapper. Ils ont dit beaucoup de choses. Il hésita. Aucune n'était bonne. Roe nota cela. Après le repas, elle continua à travailler, à écouter, et lentement, pièce par pièce, elle se fit une image du palais, où Maris pourrait être détenu, comment atteindre la tour est quand les gardes changèrent de corps. Cela prit 3 jours. 3 jours de récurage, de portage et d'écoute. 3 jours de muscles endoloris et d'esprit épuisés. 3 jours à se demander si Nathaniel attendait toujours dans les tunnels en dessous, s'il pensait qu'elle l'avait abandonné, s'il était en sécurité, et 3 jours à remarquer des choses. La façon dont les serviteurs chuchotaient à propos d'un garçon dans l'aile est, un enfant qui pleurait la nuit, un garçon de 5 ans aux cheveux noirs et aux yeux bleus qui ne voyait jamais son père. Des pièces d'un puzzle que Roe commençait à comprendre. La 3e nuit, alors qu'elle était allongée dans le dortoir des serviteurs, entourée de femmes qui ronflaient, Jonas apparut à la porte. Il lui fit signe de le suivre. Ils se retrouvèrent dans une réserve qui sentait l'oignon et le vieux fromage. « Tu n'es pas juste une aide cuisinière, dit Jonah. Ce n'était pas une question. Non, tu es ici pour la fille, la petite fille d'Aldrich. » Le cœur de Rose s'arrêta. « Comment le sais-tu? » « Parce que je fais partie de la résistance. Nous sommes 30 dans ce palais, des serviteurs, des gardes, même quelques nobles mineurs. Nous attendions le retour du vrai roi. Nous avons entendu des rumeurs selon lesquelles il était vivant. Et puis tu arrives en posant des questions sur les prisonniers. » Il sourit. « Tu es avec lui, n'est-ce que pas? Avec le roi Nathaniel? » « Oui. » Le sourire de Jonas s'élargit. « Alors laisse-nous t'aider. Nous ne pouvons pas nous battre ouvertement, mais nous pouvons créer des diversions, ouvrir des portes, regarder ailleurs. Dis-nous ce dont tu as besoin. » Alors, Roe lui dit, et ensemble ils planifièrent. Le 4e jour, tout alla de travers. Le plan était simple. Jonas créerait une diversion dans la salle de banquet, un incendie, mais contrôlé. Roe utiliserait le chaos pour se glisser dans la tour est, trouver Marie et signaler Nathaniel depuis la fenêtre.
Mais les plans simples ne survivent jamais au contact de la réalité. L'incendie commença comme prévu. Les alarmes retentirent dans tout le palais. Les gardes se précipitèrent vers l'agitation. Rose se faufila à travers le chaos, le cœur battant, se dirigeant vers les cachots. Elle trouva la tour Est, trouva les escaliers menant en bas, trouva le troisième niveau et trouva Maris. La jeune fille était petite et frêle, enchaînée à un mur dans une cellule qui sentait le moisi et la peur. Ses cheveux étaient emmêlés. Sa robe était déchirée, mais ses yeux étaient alertes. « Es-tu réel? » murmura Maris. « Ou est-ce que je rêve encore? » « Réel. » Rowe tâtonna avec la serrure. « Ton grand-père m'a envoyé. On te sort d'ici. » La serrure s'ouvrit avec un clic. Maris trébucha en avant et Rowe la rattrapa. Elles firent la moitié du chemin dans les escaliers avant que les gardes ne les trouvent. 3 d'entre eux, grands, armés, ils remplissaient l'escalier étroit. Rowe poussa Maris derrière elle, sortit le couteau que Nathaniel lui avait donné, se souvint de ses leçons. Levier, angle, vitesse. Le premier garde se jeta sur elle. Rowe esquiva sous son cou et lui planta son couteau sous l'aisselle. Pas profondément, juste assez pour le faire crier et lâcher son arme. Le deuxième garde était plus malin. Il feinta à gauche, puis attaqua bas. Rowe essaya d'esquiver, mais ne fut pas assez rapide. Son poing la frappa dans les côtes, et la douleur explosa dans sa poitrine. Elle tomba lourdement. Le troisième garde attrapa Maris, la traînant en bas des escaliers. La jeune fille se débattit, mordant et griffant, mais elle était trop faible. Rowe essaya de se relever, ne put pas. Ses côtes la faisaient hurler, peut-être casser. Les gardes les traînèrent toutes les deux jusqu'à la salle du trône. Gabriel Winters était assis sur un trône qui avait été celui de Nathaniel. Il était grand et blond, beau d'une manière fabriquée, trop parfait, trop poli. Il portait une couronne qui était de travers sur sa tête. Il regarda Rowe avec des yeux de la couleur de la glace. « Eh bien, dit-il, qu'avons-nous là? Une petite voleuse, une petite sotte. » Il se pencha en avant. « Sais-tu qui je suis? »« Je sais ce que tu es, » dit Rowe, goûtant le sang. « Un homme qui se noie dans le chagrin et qui entraîne tout le monde avec lui. » L'expression de Gabriel devint froide. « Mettez-les toutes les deux dans la geôle de fer et envoyez un message dans les tunnels. Dites aux sorciers que nous avons un appât. Si Nathaniel rôde, il viendra pour la fille, et quand il le fera, nous serons prêts. » Ils traînèrent Rowe et Maris dans la partie la plus profonde des cachots, la geôle de fer, un endroit tapissé d'argent et inscrit de protection, un endroit où les loups ne pouvaient pas utiliser leur pouvoir. Ils jetèrent Rowe dans une cellule en face de Maris. La porte claqua avec un son ressemblant à la fermeture d'un cercueil. Rowe s'assit dans l'obscurité, les côtes lancinantes, les mains tremblantes. Elle avait échoué pour Maris, pour Eldrick, pour Nathaniel, mais elle n'était pas encore morte, et tant qu'elle respirait, elle pouvait encore se battre. De l'autre côté du couloir, la voix de Maris s'éleva, douce et effrayée. « Allons-nous mourir? » Rowe pensa à mentir, à offrir un faux réconfort, mais cette fille avait déjà assez subi de mensonges. « Je ne sais pas, dit Rowe honnêtement, mais si c'est le cas, nous tomberons et nous battons. » Dans la cellule à côté d'elle, quelqu'un bougea dans l'obscurité, une voix familière, rauque et brisée. « Rowe. » Son cœur s'arrêta. « Nathaniel. » Ils m'ont attrapé il y a 1 heure. Sa voix était faible. Une embuscade de sorciers dans les tunnels. Je suis désolé. Je t'ai fait défaut. Non. Rowe pressa son visage contre les barreaux, essayant de le voir. Non, nous n'avons pas fini. Nous n'avons pas terminé. Rowe, il y avait de la douleur dans ce seul mot. Je ne peux pas te protéger d'ici. Je ne peux pas te sauver. Alors nous nous sauverons nous-mêmes ensemble, comme nous l'avons promis. Comment? Je ne sais pas encore, mais je trouverai. Elle prit une inspiration, ignorant la douleur. Parce que je suis invisible. Tu te souviens, les gens ne me voient pas. Et c'est mon arme. Dans l'obscurité de la geôle de fer, entourée d'argent, de magie et de désespoir, Rowena Hartley commença à planifier. Elle n'avait pas de Borkidophimus, n'avait pas de pouvoir, n'avait rien d'autre que son esprit et son refus obstiné d'abandonner. Mais parfois, c'était suffisant. Parfois, les gens invisibles étaient ceux qui changeaient tout. La geôle de fer était conçue pour briser les loups.
Des murs tapissés d'argent qui brûlaient au moindre contact. Un air épais de protection suppressive qui pesait d'un poids invisible. Une obscurité si complète qu'elle avait l'impression de se noyer. Rowena était assise dans cette obscurité et refusait de se briser. Ses côtes lui faisaient mal à chaque respiration. Ses mains étaient écorchées à vif d'avoir été traînées sur des sols en pierre. Sa tête lui lançait là où un garde l'avait frappé, mais son esprit était clair, vif, travaillant sur les possibilités comme son père travaillait sur les jeux de cartes, calculant les probabilités, trouvant des angles. De l'autre côté du couloir, Maris gémissait dans son sommeil. La jeune fille s'était épuisée à pleurer des heures auparavant. Roe lui avait murmuré à travers les barreaux jusqu'à ce que sa voix devienne rauque. Lui avait raconté des histoires. Lui avait promis que tout irait bien. Des mensonges qui semblaient nécessaires. Dans la cellule à côté de la sienne, Nathaniel était silencieux. Il pouvait entendre sa respiration, laborieuse et humide. Il l'avait blessé. Utiliser de l'argent et de la magie pour le maîtriser. Utiliser la cruauté parce qu'il le pouvait. Nathaniel, murmura-t-elle. Une pause, puis « Je suis là. Es-tu gravement blessé? Rien qui ne guérira pas, si jamais je sors d'ici. » Sa voix était amère, vaincue. « Je suis tombé droit dans leur piège, Roe. Le sorcier attendait dans les tunnels. J'étais tellement concentré sur le fait de t'atteindre que je ne l'ai pas vu venir. Nous sommes tous les deux tombés dans des pièges. Ça nous rend égaux. Nous ne sommes pas égaux. Je suis censé être le roi, le guerrier, celui qui a le pouvoir. Et je suis dans une cage pendant que tu... » Il s'arrêta. Quand il reprit la parole, sa voix était rauque. « Tu essayais de sauver une fille que tu n'avais jamais rencontrée, parce que c'était juste et je n'ai même pas pu te protéger. » Roe pressa son visage contre les barreaux, essayant de le voir dans l'obscurité. « Tu m'as appris à me battre, à respirer, à continuer de marcher quand je voulais m'arrêter. Tu as réparé mon appartement. Tu m'as fait de la soupe. Tu m'as fait confiance quand tout le monde me regardait de travers. » Elle fit une pause avec « C'est ça la protection, Nathaniel, juste un autre genre. » Ce n'était pas assez. C'était tout. Silence, puis doux et brisé. « Je ne peux pas te perdre. Tu ne me perdras pas, parce que nous allons sortir d'ici. » Comment? Nous sommes dans la prison la plus sécurisée du royaume. Gabriel sait que nous sommes ici. Il est probablement en train de planifier nos exécutions en ce moment. Il n'y a pas d'issue. Rose sourit dans l'obscurité. Tu penses comme un roi, comme quelqu'un d'important, quelqu'un que les gens surveillent. Mais personne ne surveille les serviteurs, personne ne voit le personnel. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que je me suis fait des amis dans les cuisines, et les amis sont plus puissants que les armées. Les gardes changèrent de corde à l'aube. Rose suivait le temps en écoutant les bruits de pas, comptant les intervalles. Le donjon fonctionnait sur un rythme, et les rythmes pouvaient être appris, pouvaient être exploités. Quand Betha Ironwood apparut devant sa cellule une heure après l'aube, Rose était prête. La chef cuisinière était vêtue de son tablier taché habituel, portant un plateau de ce qui passait pour de la nourriture dans les donjons. Une bouillie claire, du pain rassis, mais ses yeux étaient alertes. Calculateur. « Toi, dit Betha fort pour que les gardes entendent. Mange, ordre du roi, il te veut en bonne santé pour l'exécution. » Elle glissa le plateau par la fente de la porte. Mais ce faisant, son autre main bougea. Rapide, délibéré. Un petit objet métallique tomba sur le sol de la cellule de Roe. Une clé. Roe garda un visage neutre, prit le plateau avec des mains tremblantes. Merci. Betha passa à la cellule suivante. À Nathaniel, à Maris, livrant de la nourriture, livrant de l'espoir. Quand elle partit, Roe attendit, compta jusqu'à 100, s'assura que les gardes s'étaient réinstallés à leur poste, puis elle ramassa la clé. Elle était petite et grossière, probablement fabriquée dans la forge du palais par quelqu'un de sympathique à leur cause. Jonas, peut-être, ou l'un des 30 autres membres de la résistance dispersés dans le palais. Elle rampa jusqu'à la porte, chercha la serrure dans l'obscurité. Ses mains tremblaient si fort qu'elle laissa tomber la clé 2 fois. « Doucement », murmura Nathaniel de la cellule voisine. « Lentement, régulièrement. » Roe prit une inspiration,
Se souvint de ses leçons. Respirer avec le ventre. Calmer l'esprit. Elle essaya à nouveau. La serrure cliqua. Le son était si fort dans le silence que Rowe était certaine que les gardes allaient accourir. Mais ils ne le firent pas. Ils étaient habitués au bruit du donjon, le grattement du métal, le grincement des vieilles portes. Un bruit de fond. Rowe poussa la porte d'un centimètre, regarda dehors. 2 gardes au bout du couloir étaient tous les 2 tournés, parlant à voix basse. Elle se glissa dehors, se déplaça comme une ombre, comme elle s'était déplacée dans le marché gris toute sa vie, invisible. Elle atteignit la porte de Nathaniel, manipula la serrure. Cela prit plus de temps cette fois. Le mécanisme était différent, plus complexe. Ses doigts se crispèrent. La sueur lui coulait dans les yeux. « Allez, murmura-t-elle. Allez. » Clic, Nathaniel sortit de sa cellule comme s'il était tiré des profondeurs. Il était en mauvais état, pire qu'elle ne l'avait pensé. Son visage était enflé. Ses côtes étaient enveloppées de bandages de fortune imbibés de sang. Les menottes d'argent étaient toujours à ses poignets, lui brûlant la peau. Mais ses yeux étaient clairs, concentrés. « Maryse, murmura-t-il. Rose se dirigea vers la cellule de la jeune fille, la fit sortir. Maryse s'accrocha à elle, trop faible pour se tenir seule. « Et maintenant? » demanda Nathaniel. « Maintenant, nous ne fuyons pas, dit Rowe. Nous finissons ça. Tu veux affronter Gabriel? Dans cet état, Rowe, nous tenons à peine debout. » Exactement. Nous tenons à peine debout et nous sommes toujours là. Toujours à nous battre. C'est plus puissant que n'importe quelle armée. Elle le regarda. « Tu me fais confiance? » « De ma vie. »« Bien, parce que j'ai un plan, et il va te demander de faire une chose difficile. »« Quoi? » ?»« Me laisser diriger. » Ils ne se faufilèrent pas hors des donjons. Ils marchèrent. Rowe devant, le menton haut malgré la douleur. Nathaniel derrière elle, une main sur Maryse pour stabiliser la jeune fille. Ils se déplacèrent dans les couloirs comme s'ils y avaient leur place, comme s'ils avaient tout à fait le droit d'être libres. Ils croisèrent des serviteurs qui les fixèrent, puis détournèrent le regard, passèrent devant des gardes qui mirent la main à leurs armes, puis hésitèrent. Parce que Rowe marchait avec un but, avec autorité, avec le genre de confiance qui fait douter les gens de leurs ordres. Quand ils atteignirent le niveau principal, Jonas attendait. Il leur jeta un regard et prit une décision. Il se tourna vers les autres serviteurs dans le hall, vers les gardes, vers tous ceux qui pouvaient l'entendre. « Le vrai roi est de retour, » cria Jonas, « et nous ne servirons plus l'usurpateur. » Pendant un instant, rien ne se passa. Puis une servante s'avança, puis un cuisinier, puis un garde. Un par un, les gens commencèrent à bouger. Pas pour défendre Gabriel. Vers Nathaniel. « Nous ne pouvons pas nous battre, » dit un homme plus âgé. Sa voix tremblait. « Nous ne sommes pas des guerriers. »« Vous n'avez pas à vous battre, » répondit Rowe. « Vous devez juste arrêter. Arrêtez de cuisiner. Arrêtez de nettoyer. Arrêtez de sévir. Laissez ce palais s'arrêter complètement. Montrez à Gabriel qu'il n'est pas celui qui a le pouvoir. C'est vous. » Une femme au fond prit la parole. « Il nous punira. » Alors qu'il essaye. La voix de Rowe était stable. Qu'il essaye de diriger un royaume sans personne pour l'aider. Qu'il essaye de gouverner quand les gens invisibles refusent de rester invisibles. La foule murmura, incertaine, effrayée, mais aussi pleine d'espoir. Betha Ironwood s'avança, sa carrure massive fendant la foule. « J'en ai fini de servir les tyrans. Qui est avec moi? » Des mains se levèrent, lentement au début, puis plus vite. Puis toute la salle, Jonas hocha la tête. « Alors c'est décidé. À partir de ce moment, le personnel du palais est en grève. Pas de nourriture, pas de nettoyage, pas de service. Pas avant que le vrai roi ne soit sur le trône. »« Gabriel va devenir fou, » murmura quelqu'un. « Bien, dit Rowe, qu'il le devienne. » Ils prirent le contrôle de l'aile des serviteurs, barricadèrent les portes, envoyèrent des messages aux 4 coins du palais. Le personnel a fini d'aider. Les invisibles sont visibles maintenant. Et Gabriel, assis dans sa salle du trône, entouré de mercenaires et de sorciers, réalisa soudain qu'il était assis dans un palais qui avait cessé de fonctionner. Aucune nourriture n'arriva pour le petit déjeuner. Personne ne nettoya les couloirs. Personne n'alluma les feux, la machinerie du palais. Le travail invisible qui faisait tout fonctionner s'arrêta tout simplement. À midi, Gabriel était furieux.
Amenez-les-moi, rugit-il. Tous, je les ferai exécuter. Mais ses gardes ne purent rien les trouver. Les serviteurs avaient disparu dans des passages et des pièces cachées qu'ils connaissaient mieux que quiconque. Le palais était leur territoire. Ils en avaient récuré chaque centimètre. Ils connaissaient chaque secret. Le soir, Gabriel était désespéré. Bien, gronda-t-il. S'ils veulent leur roi, ils l'auront. Amenez Nathaniel dans la salle du trône. Nous réglerons ça à l'ancienne. Combat. Le vainqueur prend la couronne. Nathaniel entendit le défi. Il était dans l'aile des serviteurs. Ses blessures nettoyées et bandées par des gens qui avaient servi à sa cour avant la trahison de Gabriel. Il était faible, mais en voie de guérison. Les menottes d'argent étaient enlevées, bien que les brûlures soient restées. « Je dois y aller, dit-il à Rowe. C'est le seul moyen d'en finir. »« Non. » Rowe posa sa main sur son bras. « C'est ce qu'il veut. Il veut un combat. Il veut de la violence. Il veut réduire ça à qui est le plus fort. Ne lui donne pas ça. » Alors que lui donnait la vérité sur son vieil ami, sur le deuil, sur le fait qu'il n'est pas un méchant. C'est un père qui a perdu son chemin. Nathaniel la fixa. « Comment sais-tu ça? »« Parce que j'ai écouté, observé, appris. » Elle avait passé la journée à parler aux serviteurs qui étaient au palais depuis avant le coup d'État de Gabriel. Reconstituant l'histoire. Les pleurs nocturnes qu'ils entendaient des appartements de Gabriel. Le garçon de 5 ans qui vivait dans l'aile est pris en charge par des nourrices, voyant à peine son père. La façon dont Gabriel tressaillait chaque fois que quelqu'un mentionnait le nom d'Isolde. « Il a un fils », dit Rowe doucement. « Kai, 5 ans. Isolde est morte en lui donnant naissance. Et Gabriel se blâme lui-même, et toi, et tout le monde, parce qu'il ne peut pas affronter le fait qu'il élève son fils seul et n'a aucune idée de comment faire. » Le visage de Nathaniel devint pâle. « Je ne savais pas. Je ne savais pas qu'elle était enceinte quand elle est morte. Personne ne le savait, sauf Gabriel, et il porte ce chagrin et cette culpabilité depuis 5 ans. » Elle regarda Nathaniel. « Tu dois lui donner la permission d'être à nouveau humain, d'être un père, d'arrêter d'être le roi et de commencer à être l'homme dont son fils a besoin. » Comment? Nous lui amenons Kai. Ils trouvèrent le garçon dans l'aile est, jouant avec des soldats de bois sur un tapis usé par des générations d'enfants royaux. Il leva les yeux quand ils entrèrent, un petit enfant avec les cheveux noirs de sa mère et les yeux bleus glaciers de son père. « Qui êtes-vous? » demanda Kai. « Je m'appelle Rowe et je suis une amie de ton père. »« Papa n'a pas d'amis. Papa a des soldats. » Les mots coupèrent plus profondément que n'importe quelle lame. Rowe s'agenouilla à côté du garçon. « Quand as-tu vu ton papa pour la dernière fois? » Kai y réfléchit. « Il y a longtemps. Il est très occupé. Les nourrices disent qu'il est un roi, mais je pense qu'il ne m'aime tout simplement pas. »« Pourquoi penses-tu ça? »« Parce qu'il a l'air triste quand il me voit, comme si je le rendais triste. » La gorge de Rowe se serra. « Tu ne le rends pas triste, mon cœur. Tu lui rappelles à quelqu'un qu'il aimait beaucoup, ta maman. Et parfois, les gens sont confus. Ils pensent que s'ils évitent la chose qui les rend tristes, la tristesse disparaîtra. Mais ce n'est pas le cas. Elle ne fait que grandir. » Kai digéra cela avec le sérieux d'un enfant essayant de comprendre un monde d'adulte. « Puis-je le rendre moins triste? Je pense que tu es le seul qui puisse le faire. Viendras-tu avec moi? M'aideras-tu à aider ton papa? » Le garçon parut incertain, puis il hocha la tête. « D'accord. » La salle du trône était bondée. Gabriel était assis sur le trône, sa couronne brillant sous la lumière des torches. Il avait convoqué tous les nobles, tous les soldats, toutes les personnes d'importance du royaume. Ce serait un spectacle, une démonstration de pouvoir. Nathaniel entra seul. Pas d'armes, pas d'armure, juste un homme en vêtements d'emprunt avec des brûlures aux poignets et de la détermination dans les yeux. La foule s'écarta pour lui. Le silence tomba. Gabriel se leva. « Frère, tu es venu. »« Je suis venu. Mais pas pour te combattre. Non. » Le rire de Gabriel était amer. « Alors tu es venu pour mourir parce que je ne céderai pas. Je n'abandonnerai pas ce trône. Il est à moi maintenant. » « Il n'a jamais été question du trône, » dit Nathaniel doucement. « Il s'agissait d'Isolde. » Gabriel tressaillit. « Ne prononce pas son nom. »« Pourquoi? Parce que ça fait mal. Parce que tu l'aimais, que tu l'as perdu et que tu me blâmes. » « Je suis désolé, Gabriel.
Je suis désolé de ne pas avoir su qu'elle était ta compagne. Je suis désolé de ne pas l'avoir protégée. Je suis désolé de ne pas t'avoir vu te noyer dans le chagrin. Les excuses ne la ramèneront pas. Non, c'est vrai, rien ne la ramènera. Rien ne guérit cette blessure. Nathaniel fait un pas de plus. Mais détruire tout ce qu'elle aimait n'honore pas sa mémoire. Ça crache dessus. Tu ne sais pas ce qu'elle aimait. Je sais qu'elle t'aimait. Je sais qu'elle guérissait les gens parce qu'elle croyait en la compassion, en la miséricorde, en la possibilité de donner une seconde chance. Nathaniel désigna la salle du trône. Est-ce que de la miséricorde? Est-ce que ce qu'elle aurait voulu? Le visage de Gabriel se tordit. Tu n'as pas le droit de me dire ce qu'elle aurait voulu. Tu ne la connaissais pas. Tu as raison, je ne la connaissais pas. Mais quelqu'un ici la connaissait. Les portes au fond de la salle du trône s'ouvrirent. Rowena entra et, à côté d'elle, lui tenant la main, se trouvait un petit garçon aux cheveux noirs et aux yeux bleus. La salle devint silencieuse. Tous les yeux se tournèrent vers l'enfant. Le visage de Gabriel devint blanc. Kai, le garçon regarda son père assis sur le trône, la couronne, les gardes, l'homme froid et dur qui ressemblait à peine au père dont il se souvenait. « Papa, dit Kai, sa voix petite et incertaine. Pourquoi es-tu si en colère tout le temps? La bouche de Gabriel s'ouvrit, se referma. Aucun son ne sortit. Rose s'agenouilla à côté de Kai, sa main sur son épaule. Quand as-tu tenu ton fils dans tes bras pour la dernière fois, Gabriel? Quand lui as-tu lu une histoire pour la dernière fois? Ou l'as-tu bordé? Ou lui as-tu dit que tu l'aimais? Gabriel la fixa. Ses mains tremblaient. Je ne peux pas. Pourquoi? Parce qu'il a ses yeux, il a son visage. Chaque fois que je le regarde, je la vois. Je vois ce que j'ai perdu, ce que je n'ai pas pu sauver. Alors tu l'évites, dit Rowe doucement. Tu restes à l'écart. Tu laisses des nourrices l'élever parce que c'est plus facile que d'affronter ton chagrin. Mais sais-tu ce que cela fait à un enfant? Ça lui fait penser qu'il est le problème, qu'il est la raison pour laquelle tu es triste, qu'il n'est pas assez. Kai tira sur la manche de Rowe. C'est vrai? Papa ne m'aime pas parce que je ressemble à maman? Gabriel émit un son, pas un mot, juste un bruit animal et brisé. Il se leva du trône et fit un pas en avant, puis un autre, puis il se mit à courir. Il tomba à genoux devant son fils, prit le garçon dans ses bras, le serra si fort que Rowe pensa qu'il pourrait le briser. Et Gabriel Winters, le roi usurpateur, l'homme qui avait trahi son frère et s'était emparé du trône, pleura. « Je suis désolé, sanglota-t-il dans les cheveux de Kai. Je suis tellement désolé. Tu n'es pas le problème. Tu es la meilleure chose qu'elle m'ait jamais donnée. Tu es son cadeau et j'ai été un tel lâche, un tel idiot. » Kai enroula ses petits bras autour du cou de son père. « Ce n'est pas grave, papa. Je suis là. Je suis là. » La salle du trône regardait en silence. Certains détournèrent le regard. Certains essuyèrent leurs yeux, mais personne n'interrompit. Nathaniel s'approcha lentement, s'agenouilla à côté de son frère. « Gabriel. » Gabriel leva les yeux, le visage mouillé de larmes. « Je suis désolé. Pour tout, pour ce que je t'ai fait, pour le trône, pour la trahison. Je me noyais et j'ai entraîné tout le monde avec moi. Je sais, et je te pardonne. » Gabriel le fixa. « Tu ne devrais pas. Je ne le mérite pas. Le pardon n'est pas une question de mérite. » Nathaniel posa une main sur l'épaule de Gabriel. « C'est une question de choisir de laisser aller, de guérir, d'avancer. Isolde voudrait que tu avances, que tu sois le père dont Kai a besoin. Peux-tu faire ça? » Gabriel regarda son fils, le petit visage qui le regardait avec espoir et amour, et la foi inébranlable d'un enfant que les parents peuvent tout réparer. « Le puis-je? » murmura Gabriel. « Puis-je encore être son père après tout ce que j'ai fait? » « Tu n'arrêtes jamais d'être son père, » dit Rowe doucement. « Tu as juste oublié comment. » Gabriel serra Kai plus fort. Puis, avec un effort visible, il tendit la main et enleva la couronne. Il la tendit à Nathaniel. « Ceci a toujours été à toi. Je ne faisais que la garder au chaud. » Maladroitement. Nathaniel prit la couronne, mais il ne la mit pas. Au lieu de cela, il regarda Rowe. Elle avait rendu cela possible. Son plan, son courage, sa capacité à voir ce que personne d'autre ne voyait. La pièce de cuivre qu'elle avait utilisée pour l'acheter. Elle était dans sa poche. Elle pouvait sentir son poids,
sa chaleur. Comme si elle sentait ses pensées, la pièce se mit à briller. Doucement au début, puis plus fort. Assez fort pour que les gens dans la salle du trône l'aident et la montrent du doigt. Ro la sortit. La surface de cuivre se transformait. Des runes apparurent. Une écriture ancienne qui s'enroulait en spirale sur les bords. Le métal lui-même changeait. Plus du cuivre, plus pur. Il captait la lumière et la renvoyait en prisme arc-en-ciel. « Qu'est-ce qui serait ?» murmura Ro. Nathaniel sourit. « La prophétie. Tu l'accomplis. » La pièce s'éleva de sa paume, plana dans les airs et, sous leurs yeux, elle se remodela. Fluide comme de l'eau, formant une nouvelle forme, un diadème, délicat et magnifique, gravé des mêmes runes anciennes. Il se posa sur la tête de Ro. Au moment où il la toucha, sa vision changea. Elle pouvait voir des fils, des connexions invisibles entre les gens, entre les cœurs. Elle pouvait voir la vérité et les mensonges écrits dans l'air comme des couleurs que seule elle pouvait percevoir. Elle regarda Gabriel et vit son chagrin, sa culpabilité, son amour pour son fils, et tout cela mis à nu. Elle regarda Nathaniel et vit sa dévotion, sa peur pour elle, son espoir pour l'avenir. Elle regarda la salle du trône et vit la peur, l'espoir, l'incertitude et le courage, tout entremêlés. La reine pacificatrice, murmura une vieille femme dans la foule. La prophétie disait qu'elle viendrait, qu'elle verrait ce que les autres ne pouvaient pas, qu'elle guérirait ce qui était brisé. Ro toucha le diadème, il était chaud, vivant. « Je ne comprends pas. »« Ta lignée, dit Nathaniel. Tu descends de la reine Isidora. La première reine humaine, sus. Il y a 300 ans, elle a uni les loups et les humains, a mis fin à une guerre qui avait duré des générations. Elle avait le don de voir la vérité, la capacité de voir dans les cœurs, de distinguer les mensonges de la vérité. Ce don a été perdu quand on a cru sa lignée éteinte. Mais elle n'était pas éteinte, elle était juste... Il sourit. Invisible. Ro regarda ses mains, le diadème, la salle du trône pleine de gens qui la regardaient. « Je ne suis personne. Je suis juste une serveuse. »« Tu n'as jamais été juste quoi que ce soit, » dit Nathaniel. « Tu étais exactement qui tu devais être. Qui nous avions tous besoin que tu sois. » Gabriel parla, sa voix rauque. « Que ferez-vous de moi? Je vous ai trahi. Vous ai blessé et pris votre trône. Selon la loi, vous devriez m'exécuter. » Nathaniel regarda Ro. Elle croisa son regard et il y vit la réponse. « Tu vivras, » dit Nathaniel à Gabriel. « Tu élèveras ton fils, tu te rachèteras. Tu deviendras l'ambassadeur de la réconciliation. Tu parcourras le royaume et répareras ce que tu as brisé. Pas en tant que roi, en tant qu'homme, en tant que père, en tant que mon frère. » Gabriel ferma les yeux. Des larmes coulèrent des coins. « Merci. Ne me remercie pas. Remercie-la. » Nathaniel désigna Ro. Elle nous a tous sauvés. Le couronnement eut lieu 3 jours plus tard. Assez de temps pour envoyer la nouvelle à travers le royaume. Assez de temps pour que les nobles reviennent. Assez de temps pour que le palais reprenne vie sous une gestion appropriée. Ro passa ses jours dans un état second. Les gens continuaient de l'appeler reine, de s'incliner, de la traiter comme si elle était importante. Cela semblait faux, inconfortable, des chaussures qui n'allaient pas. « Tu t'y habitueras », lui dit Beta en l'aidant à s'habiller pour la cérémonie. « Et si je ne veux pas m'y habituer? Alors tu changeras ce que signifie être reine, fais-en ta propre version. » La cuisinière sourit. « Tu es doué pour ça, t'approprier les choses. » La cérémonie eut lieu dans la grande salle. Nathaniel fut couronné en premier, le rituel ancien, les mots sacrés, la couronne placée sur sa tête par la grande prêtresse. Puis ce fut le tour de Ro. Elle se dirigea vers le trône, s'agenouilla devant Nathaniel, sentit le poids de mille lieues. Nathaniel prononça les mots de liaison, de partenariat, de règne partagé. Puis il prit sa main et la releva pour qu'elle se tienne à ses côtés. « Rowena Hartley, dit-il, tu as acheté un roi pour une pièce de cuivre, et ce faisant, tu as sauvé un royaume. Veux-tu te tenir à mes côtés? Veux-tu être ma reine, ma partenaire, ma compagne? » Ro le regarda, l'homme qu'elle avait sorti de la boue, le roi qu'elle avait aidé à restaurer, le compagnon que la déesse de la lune avait choisi pour elle. Elle regarda la salle du trône, les serviteurs qui l'avaient suivi,
Les nobles qui étaient revenus, Gabriel debout dans la foule avec Kai sur ses épaules, Jonas, Beta, Maris et Aldrich, toutes les gens invisibles qui étaient invisibles maintenant. « Je le veux, dit-elle. Le diadème sur sa tête brilla. La salle du trône éclata en acclamations, et Rowena, qui avait passé 23 ans à être invisible, se sentit vue pour la première fois de sa vie. 1 an plus tard, le royaume avait changé, pas du jour au lendemain, pas facilement, mais régulièrement, comme l'eau sur la pierre. Rose se tenait sur le balcon du palais, sa main posée sur son ventre arrondi, enceinte de 6 mois. Le bébé donna un coup de pied et elle sourit. Nathaniel arriva derrière elle, l'enlaça, posa son menton sur son épaule. « À quoi penses-tu? »« À tout. À rien. À quel point la vie est étrange. Étrange en bien ou étrange en mal? Étrange et miraculeuse. » Il l'embrassa sur la tempe. « Que dirons-nous à notre enfant sur notre rencontre? La vérité, que j'ai acheté leur père pour un sou, qu'il m'a appris à être courageuse, que nous nous sommes sauvés l'un l'autre. J'aime cette histoire. » Rose se tourna dans ses bras, le regarda. « Regrettes-tu parfois de m'avoir choisi? » Jamais. Pas un seul instant. Tu es le meilleur investissement que j'ai jamais fait. Elle rit. C'est terrible, mais vrai. Ils se tenaient ensemble, regardant le soleil se coucher sur le royaume, sur les montagnes et les vallées, sur les villes et les villages, sur tous les gens invisibles qui construisaient un nouveau monde. Kai arriva en courant sur le balcon, Gabriel le poursuivant. Le garçon riait, son père souriait, il semblait entier. Rose sentit le bébé donner un autre coup de pied, sentit les bras de Nathaniel se resserrer autour d'elle, sentit le poids du diadème sur sa tête, plus léger qu'il ne devrait l'être. En bas, dans la ville, dans les endroits où les serviteurs se rassemblaient et les ouvriers se reposaient, dans les coins oubliés où les gens invisibles vivaient leur vie invisible, les enfants écoutaient une nouvelle histoire. Pas sur des héros avec des épées, pas sur des rois avec des armées, sur une serveuse qui a acheté un roi pour un sou, qui est entrée dans un palais avec rien d'autre que du courage, qui a arrêté une guerre avec compassion au lieu de violence, qui a prouvé que les voix les plus silencieuses pouvaient changer le monde si quelqu'un voulait bien écouter. « Chaque personne sera vue, » murmura Rowe, sa main sur celle de Nathaniel sur son ventre. « Chaque voix comptera. C'est ma promesse. » Nathaniel l'embrassa. « Notre enfant grandira dans un monde meilleur grâce à toi, grâce à nous. Oui, grâce à nous. » Le soleil se coucha, les étoiles apparurent, et dans le royaume des loups, où les gens invisibles étaient enfin visibles, où les choses brisées étaient en train de guérir, où une serveuse était devenue reine, l'espoir fleurit comme les fleurs sauvages au printemps, persistant, magnifique, impossible à ignorer. Et quelque part dans le marché gris, les opérations de Vincent Malone furent fermées par décret royal. Marco avait disparu dans les terres frontalières. La dette qui avait poussé une serveuse à une vente aux enchères mourut avec les anciennes coutumes. Tout avait commencé avec une pièce de cuivre, un choix désespéré, une femme invisible qui refusait de rester invisible plus longtemps. La fin n'était que le début, et le début était tout.